L'histoire commence dans la province de Zhejiang, la ville de Jianggang. Le Superior Paradise Hotel est l'un des plus hauts gratte-ciel. L'un des clients de l'hôtel était dans le restaurant et parlait fort au téléphone, dérangeant les autres personnes. Cette personne était l'homme d'affaires Pei Ranchu. L'homme était sûr que les services étatiques et provinciaux n'avaient pas le droit de le regarder en face, pas comme n'importe quel type. L'interlocuteur a fait rire Jean Chu, car entendre des menaces alors qu'on est entouré d'un grand nombre de gardes personnels est tout simplement absurde. L'homme d'affaires a admis avec joie que seul le tueur fantomatique pouvait constituer une menace pour lui, sans remarquer que le fantôme le surveillait déjà. Gu Boyun, même s'il ressemblait à un écolier ordinaire, était en fait le meilleur tueur. Le type arrêta la serveuse et prit un verre de boisson sur le plateau. La jeune fille s'est sentie mal à l'aise, mais a été obligée d'expliquer que cette boisson était destinée à un haut fonctionnaire. Le fantôme sourit d'un de ses sourires éblouissants et jeta le laxatif dans le verre, après quoi il s'excusa pour le malentendu. Gu Boyun remit le verre sur le plateau et regarda tranquillement la serveuse tendre la boisson à Pei Ranchu. L'homme d'affaires était fasciné par la beauté de la serveuse et réfléchissait à la façon dont il pourrait gambader avec elle, alors il a bu un verre mélangé à un laxatif. Bientôt, la substance a commencé à faire effet et le fonctionnaire a été contraint d'aller aux toilettes. Les gardes ont essayé d'ignorer l'odeur désagréable et ont accepté de monter la garde. Le fantôme n'attendait que cela, alors il se prépara à atteindre son objectif et suivit l'homme du regard. Il a attendu un moment pour ne pas paraître suspect, après quoi il a payé l'addition et s'est rendu aux toilettes en passant devant les gardes du corps. Il y avait aussi des agents de sécurité debout devant les toilettes pour hommes, qui ont arrêté l'homme pour le fouiller avant de le laisser entrer. Le tueur fantôme a accepté la recherche et a noté que la sécurité de Ranchu était effectivement à un niveau élevé. La jeune fille a soigneusement fouillé chaque centimètre du corps de Gu Boyun, mais lui, en tant que tueur expérimenté, a étudié la cible et s'est préparé correctement. Les gardes n'ont rien trouvé de suspect et le gars a reçu l'autorisation d'entrer dans les toilettes. Il y avait aussi un garde du corps à l'intérieur des toilettes. Le fantôme s'est approché de la cabine souhaitée et s'est assuré que le laxatif avait fonctionné. Le responsable pensait qu'il avait été empoisonné. Il était calme et ne soupçonnait pas que dans la cabine voisine, un homme ouvrait le canon des toilettes et en sortait un sac avec un pistolet. C'est tout, car le deuxième principe du tueur était de tendre une embuscade à l'avance et de choisir la bonne arme. Le tueur fantôme a attendu que la cible soit près des lavabos, après quoi il est sorti et a commencé à lui tirer dessus, avant que le garde n'ait le temps de comprendre ce qui se passait. Le garde du corps a réagi alors qu'il était déjà trop tard. Son patron était mort et lui-même avait été frappé avec un couvercle de toilette. Les gardes ont entendu les coups de feu et se sont précipités vers les toilettes. Ils voulaient arrêter le tueur, mais le fantôme les repoussa facilement. Ce bruit a attiré l'attention des autres gardes du corps, et ils ont réalisé qu'il y avait un tueur devant eux. Gu Boyun fuyait la foule de gardes et se souvenait du troisième principe du tueur. Après avoir éliminé la cible, vous devez tout d'abord trouver un moyen de battre en retraite. La poursuite s'est accompagnée de coups de feu, mais bientôt l'homme a appris que le fantôme avait réussi à s'échapper et se dirigeait vers la fenêtre. Le garde a appuyé sur un bouton et les barreaux ont commencé à s'abaisser, recouvrant les fenêtres. Le garde du corps était sûr que le gars ne s'enfuirait plus. Cependant, Gu Boyun n'a pas été qualifié de tueur de fantôme pour rien. Une étincelle apparut dans ses yeux et il calcula la trajectoire nécessaire pour le saut. Il était également capable de positionner son corps de manière à pouvoir passer facilement à travers les barreaux. Le garde se tenait à proximité et n'en croyait pas ses yeux lorsque le tueur a survolé les barreaux, comme si cela n'avait rien de compliqué. Le fantôme a pu atteindre la fenêtre et, sans hésitation, a sauté du dernier étage, brisant la fenêtre avec son corps. Le garde du corps a regardé l'étroit espace entre les barreaux du grill et n'a pas compris comment le corps du gars avait rétréci au moment de franchir le volant. L'un des gardes s'est rendu compte que le tueur était sans défense en fuite et a ordonné de lui tirer dessus. De plus, ils étaient sûrs qu'il s'écraserait s'il manquait la cible. Mais le tueur de fantômes était le meilleur dans son domaine pour une raison, il y avait un mécanisme attaché à son bras qui lui permettait de s'accrocher à l'hôtel. Le type s'est envolé vers la fenêtre avec panache, ce qui a fait très peur à l'homme à l'intérieur de la chambre d'hôtel. Gu Boyun se dirigea vers la sortie de la pièce, s'excusant de l'avoir dérangé, et ne prêtant pas attention à ce que cet homme faisait avec la secrétaire nue sous la table. Le fantôme avait besoin de se dépêcher, alors il se déshabilla en descendant les escaliers. Bientôt, il sortit un sac à dos caché et s'habilla avec les vêtements qu'il avait préparés à l'avance. Lorsque le type a quitté l'hôtel, des voitures de police étaient déjà devant le bâtiment. Il y avait un grand nombre de personnes autour du bâtiment qui gênaient la police, et Gu Boyun s'est perdu parmi eux. C'était la quatrième règle du tueur, et maintenant le jeune homme apparemment ordinaire a salué l'Iryojin alors qu'il se dirigeait vers l'école. Au commissariat, le capitaine ne comprenait pas comment le fantôme avait pu quitter le bâtiment encerclé. Elle était scandalisée qu'après 3 ans, il n'ait même pas de photo de son visage. Zhao Yushen était furieux, car à cause de ce tueur, la police perdait la face,
même si elle avait le taux de détection des crimes le plus élevé. Ses subordonnés ne partageaient pas ses inquiétudes, chacun d'eux s'occupait de ses affaires et ne comprenait pas pourquoi la jeune fille s'en inquiétait autant. L'un des gars a même déclaré qu'une meute de policiers n'attraperait jamais un tueur comme le fantôme blanc. Zhao Yuchen a jeté un livre sur le policier et lui a furieusement rappelé qu'il était l'un des policiers et qu'il ne devait pas dire de telles choses. Le capitaine se calma un peu et regarda attentivement la photo d'un fantôme blanc avec un petit morceau de son visage. Elle s'est promis de l'attraper la prochaine fois. Gu Boyun s'est réveillé et est sorti du lit. Sur son dos, entre ses omoplates, se trouvait un tatouage symbolisant un fantôme blanc. Il enfila un t-shirt et traversa lentement le salon. Il devait se préparer pour l'école s'il ne voulait pas être en retard. Le gars s'est brossé les dents, a pris son petit déjeuner et, prenant toutes ses affaires, était prêt à quitter la maison. Mais à la porte, il se souvient soudain qu'il a complètement oublié ses lunettes qu'il porte lorsqu'il ne fait pas le travail d'un fantôme. Le jeune homme n'est pas revenu les chercher de la manière habituelle. Gu Boyun a utilisé un appareil qui l'a aidé à survivre lorsqu'il a sauté du bâtiment. Ainsi, d'un seul mouvement, il était capable d'attirer les lunettes qui se trouvaient à l'autre bout de la pièce. L'étudiant pouvait désormais quitter son appartement, la porte s'est refermée, laissant dans le couloir la preuve qu'il n'était pas un homme ordinaire. Il y avait un tableau avec beaucoup de papiers différents dessus, avec ses objectifs, des coupures d'articles de journal et une photo d'un homme étrange. Les cris d'une jeune fille pouvaient être entendus non loin du bâtiment de l'école. Elle a demandé à la laisser tranquille et à ne pas s'approcher. Cette fille était Li Ryokan, qui a encore une fois répété au gars qu'elle n'était pas d'accord. Cependant, Da Boyan et ses amis ne semblaient pas l'entendre et le roux continuait de demander une chance de lui montrer son amour. Les hommes de main du gars ont commencé à vanter ses talents et ses réalisations. Da Boyang était gêné, mais la fille avait envie de pleurer. Elle ne savait pas comment se débarrasser autrement d'un admirateur indésirable et n'a pas écouté les querelles de quelqu'un d'autre lorsqu'elle a vu Gu Boyun. Puis elle a eu une idée brillante et Ryojin a admis qu'elle ne pouvait pas sortir avec lui. Da Boyan essaya de comprendre ce que cela signifiait. Xiao Ruo a attrapé le bras d'un fantôme qui passait et a déclaré avec embarras qu'elle sortait déjà avec Gu Boyun, donc la rousse devrait la laisser tranquille. Pendant ce temps, le capitaine Yuchen a déclaré que le fantôme avait commis 3 crimes cette année et était devenu célèbre au cours de son existence. Il devait donc l'attraper. Le jeune policier a souligné que Belin n'avait rien à voir avec des escrocs, des mercenaires ou des trafiquants d'armes illégaux. Un fan du fantôme le considérait comme un héros moderne. Cependant, leur collègue avec une cigarette pensait que tout ne pouvait pas être résolu par la violence et que Belin n'était qu'un mercenaire qui tuait des gens pour gagner de l'argent. Revenant au drame de l'école, après que Da Boyang ait écouté la jeune fille, son cœur s'est brisé d'un sentiment d'injustice. Le roux était furieux et voulait savoir s'il sortait vraiment avec Gu Boyun lui-même. Le jeune homme ne savait pas s'il devait jouer le jeu de son camarade de classe et hésita. Li Ryojin a remarqué ses doutes et, les larmes aux yeux, a commencé à le supplier de l'aider et Da Boyang, brûlant de colère, ne semblait plus être un problème. Gu Boyun a montré la jeune fille et lui a dit qu'elle était sous sa protection et lui a conseillé de ne pas harceler Xiao Ruo à l'avenir. Red fut découragé par ces paroles, et pendant que ses acolytes tentaient de consoler leur ami, le couple s'empressa de se cacher de cet endroit. Le jour d'école suivant commença et l'enseignant demanda aux enfants de retourner leur livre jusqu'à la page 23 et de commencer à étudier un nouveau sujet. Gu Boyun était en train d'ouvrir son manuel lorsqu'il sentit une vibration dans sa poche. Il sortit son téléphone et vit un nouveau message. Le patron a écrit qu'il avait un nouvel objectif et le fantôme pensait qu'il avait trop de choses à faire ces derniers temps. Le gars a posé son téléphone et a commencé à regarder le Li Ryojin. Elle avait l'air revigorée et détendue, et visiblement pas aussi fatiguée que lui. Soudain, la porte du bureau s'est ouverte et Da Boyang a commencé à crier après Gu Boyun et a dit qu'il avait dit quelques mots gentils à ses camarades de classe. L'aîné Boyang était sérieux et a annoncé qu'il défiait Boyun en duel. Xiao Ruo avait peur, mais le fantôme était bouleversé à cause du nouvel inconvénient. Le roux commença à agiter les bras et à crier qu'immédiatement après le cours, il se battrait au nom de l'amour et qu'il découvrirait qui méritait la fille. Les camarades de classe de Li l'ont immédiatement approché et ont essayé de savoir si elle sortait vraiment avec Boyun. Les filles l'ont également comparé à l'héroïne du drame. Les gars admiraient Xiao Yunzi, qui avait réussi à capturer la beauté, et doutaient qu'il soit capable de vaincre le champion provincial de taekwondo. Le tueur fantomatique n'a pas partagé la joie de ses camarades de classe et a compris que de gros ennuis l'attendaient. L'enseignant était agacé par ce comportement des écoliers et a voulu appeler leurs surveillants, mais les fauteurs de troubles se sont excusés et ont promis de partir. Da Boyan s'est tourné vers son adversaire, a pris rendez-vous après l'école et a voulu donner un petit conseil au jeune homme. Mais il ne l'a pas fait, car le professeur enragé a quitté sa place et le tyran ainsi que ses acolytes ont dû fuir. Les cours se sont terminés et tous les élèves de l'école se sont dirigés vers le gymnase, parlant avec enthousiasme du prochain duel au nom de l'amour. Le seigneur Boyang était déjà là, vêtu de son kimono et profitant des acclamations de la foule qui le soutenait. La meilleure amie de Xiao Ruo a demandé pourquoi son petit ami s'était enfui de l'école et n'avait pas participé au duel, et le coupable du désordre a tenté de lui expliquer la situation. Gu Boyun n'avait aucune intention de participer au combat et se dirigea vers la maison.
écoutant les gens qui passaient se précipiter pour voir le combat. Le tueur de fantômes n'a pas eu le temps de se livrer à un duel auto-humiliant, car le vieil homme avait une nouvelle tâche à lui confier. Il n'a cependant pas pu quitter l'enceinte de l'école. Le gars se figea et regarda avec surprise ceux qui lui bloquaient le chemin. Les hommes de main de l'aîné Bo-Yang n'allaient pas laisser partir le gars jusqu'à ce qu'il combatte leur frère. Ils ont simultanément pointé Gu Bo-Yoon et crié qu'il ne pouvait pas enfreindre la règle principale de l'école, à savoir que les élèves ne pouvaient pas refuser de se battre. Gu Bo-Yoon a attrapé le tronc d'arbre et a essayé de persuader les hommes de main de dire à leur frère qu'ils s'étaient rendus, mais le gars a continué à être tiré par le sac. Le fantôme a désespérément résisté, mais les hooligans ont uni leurs forces et ont quand même réussi à arracher le futur participant au duel de l'arbre. Ils ont traîné le jeune homme vers le gymnase, lui assurant qu'il devait arrêter de patauger et se battre pour Xiaoruo. Les spectateurs à l'intérieur étaient furieux et attendaient avec impatience le départ. L'un des spectateurs a gagné de l'argent grâce au spectacle en proposant aux écoliers d'acheter divers accessoires. Xiane s'attendait à un bon combat et Xiaoruo était très inquiet. Le seigneur Bo-Yang a vu que son adversaire était enfin apparu dans le gymnase et était prêt à montrer à Bo-Yoon toute sa force. Red commença à expliquer les règles. Pour gagner, il fallait projeter son adversaire par-dessus la ligne rouge ou s'assurer qu'il ne se relève pas. Le tueur de fantômes l'écouta et lui suggéra de commencer rapidement. Ce duel inutile ne cadrait pas avec ses plans. Da Bo-Yang se leva et remarqua que son adversaire était trop négligent dans les duels au nom de l'amour et voulait donner une leçon à Yoon. Le champion provincial de taekwondo a levé la jambe pour donner un coup de pied et a crié pour que le gars goûte son coup de foudre. Cependant, le seigneur Bo-Yang est tombé au sol alors que le fantôme l'avait fait trébucher. Une action aussi ignoble a encore plus irrité la rousse. Il chargea à nouveau, promettant à Bo-Yoon qu'il ne ferait pas deux fois la même erreur, mais le fantôme esquiva. L'aîné Bo-Yang n'était pas contrarié d'avoir raté la cible et a décidé que le garçon avait simplement eu de la chance d'éviter son attaque. Le champion provincial de taekwondo a lancé coup sur coup, mais l'ennemi a pu facilement esquiver chacun d'eux. Xiane a félicité Bo-Yoon et Xiaoruo, paniqué, a demandé à l'un des hommes de main aux cheveux roux si le jeune homme allait bien. Le gars a dit qu'il n'était pas mauvais, mais qu'il ne pourrait pas gagner. Le rythme du combat était assez rapide et le fantôme réalisa que son adversaire ne se vantait pas seulement de ses compétences. Cependant, malgré la bonne préparation du roux, ses frappes étaient rapides et physiquement faibles, alors Bo-Yoon a décidé de ne pas utiliser sa force. Le seigneur Bo-Yang était constamment en mouvement et réfléchissait à une stratégie. Il savait désormais que son adversaire était très agile. Et s'il voulait gagner, il devait d'abord frapper. Par conséquent, Da Bo-Yang a décidé d'utiliser son coup le plus fort. Le roux s'approcha rapidement de son adversaire et attrapa fermement l'épaule de quelqu'un d'autre. Puis il a crié à Bo-Yoon de goûter son coup de griffe de dragon. Les pieds du fantôme quittèrent le sol et il réalisa que les choses allaient mal, puisqu'il avait complètement oublié que son adversaire pouvait utiliser les techniques du judo. Et c'est exactement ce que faisait le seigneur Bo-Yang, parce que leurs corps ont commencé à se retourner lorsqu'il a crié qu'il faisait maintenant un lancer par-dessus l'épaule. Gu Bo-Yoon s'est rendu compte qu'il était trop inattentif, mais le gars était déjà en train de s'envoler et ne pouvait rien faire. Le tueur fantôme savait que tomber sous un tel angle endommagerait sa colonne vertébrale. Bo-Yang a appelé cette technique la technique de luxation osseuse. Lorsqu'il est tombé, les lunettes de Bo-Yoon se sont envolées et il semblait qu'il ne se relèverait plus jamais. C'est pourquoi les serviteurs de la rousse étaient heureux pour leur frère. Li Ruojin n'en croyait pas ses yeux et se sentait coupable que le gars ait été forcé de participer à un duel et ait souffert. Gu Bo-Yoon était allongé sur le sol tandis que le public se réjouissait de la victoire de la rousse. Le champion a recommandé au gars de ne pas se lever du lit pendant au moins 2 semaines. Après sa victoire, il est allé se montrer devant Xiaoruo et son ami, qui étaient en colère contre ce résultat, mais tout à coup, le visage de Ruojin a changé. La jeune fille fut très surprise, et l'homme aux cheveux roux fut également choqué lorsqu'il entendit la voix d'un jeune homme derrière lui, qui semblait plutôt joyeuse. Da Bo-Yan se retourna brusquement et vit que son adversaire se tenait calmement debout et disait calmement que c'était un peu douloureux. Le public s'est réveillé et a recommencé à parier et à soutenir ses favoris. Xiaoruo regarda la suite des événements en retenant son souffle. Le fantôme se frotta le cou, et maintenant il envisageait de prendre le duel très au sérieux et de donner une leçon au roux. Le jeune homme a suggéré au singe de modifier l'accord. Maintenant, si Bo-Yang perd, il sera obligé de le laisser derrière lui et la fille. Le champion provincial de taekwondo avait confiance en ses capacités, il a donc accepté le pari et a promis qu'il tiendrait toujours parole. Le seigneur Yangbo s'est précipité dans l'attaque, pleinement convaincu que son adversaire n'avait aucune chance de gagner. Red voulait prouver sa force à toutes les personnes présentes et a promis au jeune homme qu'il ne lui permettrait plus de se lever du sol. Le fantôme blanc a facilement esquivé le coup de quelqu'un d'autre, puis une étincelle est apparue dans ses yeux et il a décidé d'arrêter de choyer le gars. Gu Bo-Yoon se déplaçait à une vitesse terrifiante et sa paume arrivait juste devant le visage du champion, le repoussant. Da Bo-Yan n'a pas eu le temps de comprendre quoi que ce soit, et l'instant d'après, il a déjà touché le sol et a survolé la ligne rouge. Xiane était ravi et a forcé son ami, qui ne comprenait rien, à soutenir le gars. Les hommes de main étaient choqués, tout comme la rousse. La salle de sport a éclaté de cris,
tous les spectateurs ne pouvaient pas croire que Bo Youn avait réellement gagné. L'ami du coupable a félicité le vainqueur pour avoir montré son talent, mais le jeune homme a qualifié son succès de chance. Après cela, Chiane a poussé Xiaoruo, embarrassé, vers la blonde, criant qu'il était temps pour la cérémonie de remise des prix. Le couple s'est senti mal à l'aise tandis que la jeune fille appréciait la situation et a crié qu'elle remettait Xiaoruo entre les mains de l'instigateur. Le reste des spectateurs était en colère, car beaucoup avaient perdu leur argent et ne comprenaient plus comment Da Boyang pouvait devenir le champion de la province. Li Ruojin se sentait toujours coupable et elle aimait aussi Bo Youn, alors elle lui a proposé de lui offrir un dîner. Cependant, le jeune homme a refusé, ce qui a grandement surpris la jeune fille et tous ceux qui ont entendu sa réponse directe. Gu Yunbo a vu la confusion de Xiaoruo et a expliqué maladroitement qu'il se précipitait juste pour travailler, donc il n'avait pas le temps. La jeune fille était surprise que sa camarade de classe travaille en dehors des heures de classe, mais elle était heureuse qu'elle ait été refusée pour rien. Par conséquent, elle a attrapé le gars par la main et l'a traîné, disant qu'elle voulait aussi travailler elle-même et qu'elle serait heureuse de regarder le lieu de travail de Bo Youn. Le fantôme blanc n'a pas résisté, il a seulement grommelé et lui a demandé de ne pas pousser si fort, mais Xiaoruo était trop excité. Par conséquent, le gars n'a pas résisté longtemps et a promis d'emmener la fille avec lui et lui a rapidement montré le bâtiment dans lequel il travaillait. Li Ruojin a été ravie lorsqu'elle a vu le café et a trouvé qu'il avait l'air très cool. Ils montèrent les marches et Gu Bo Youn la laissa entrer, lui permettant de mieux voir l'intérieur. La jeune fille a regardé tout autour avec fascination, puis est arrivée à la conclusion que son ami ne vivait pas sur le campus précisément à cause du travail. L'homme derrière le comptoir a remarqué leur apparence et a demandé si Bo Youn avait une nouvelle petite amie. Le gars n'a pas répondu à cette question et l'a présenté comme le chef du café Kiao, tandis que l'homme faisait gentiment signe à la fille. C'était Kiao qui était chargé d'accepter les ordres d'assassinat à la place de Belling et était son seul confident. Le vieil homme s'est approché du jeune homme et lui a murmuré que le gars n'était pas mal du tout, puisqu'il avait une autre petite amie, ce qui a mis Bo Youn en colère. Xiaoruo a regardé leur dispute et a ri maladroitement de la façon dont le gars rougissait et se disputait activement. Le camarade de classe s'est tourné vers elle et lui a demandé de ne pas faire attention, continuant la dispute en même temps, puis est parti se changer. Li Ruojin s'est assis au bar et a dit qu'ils entretenaient clairement une relation étroite, l'homme en était content, car il pensait qu'il avait très froid. Kao a offert à Xiaoruo une boisson signature et la jeune fille l'a bu avec plaisir. Elle pensait que Bo Youn était sympathique et se demandait combien de temps il travaillait au café. Kao sourit d'un air entendu et dit que le gars travaillait dans le magasin depuis 3 ans, depuis son ouverture. 3 ans, c'était assez long, et Li Ruojin était surprise que son camarade de classe travaille depuis le tout début de ses études. Elle fut encore plus surprise lorsqu'elle réalisa que Gu Bo Youn avait subvenu à ses besoins pendant tout ce temps. Kao a été bouleversé par cette information, car le garçon n'avait tout simplement pas le choix car il était devenu orphelin. Xiaoruo s'est figé et a écouté comment les parents de Gu Bo Youn ont été tués par des bandits alors qu'il était très jeune. Li Ruojin a été bouleversée lorsqu'elle a réalisé qu'elle avait étudié avec Bo Youn pendant 3 ans et qu'elle n'était même pas au courant de son sort difficile. Lorsque la jeune fille en parla, Kao réalisa soudain qu'il n'aurait pas dû le dire, l'homme a paniqué et a légèrement effrayé son interlocuteur. Mais ensuite, il s'est ressaisi et a demandé de manière conspiratrice à sa nouvelle connaissance de ne pas lui parler de son erreur. Beaucoup de temps a passé et Xiaoruo a commencé à s'inquiéter de la longue absence de Bo Youn, mais Kao l'a rassuré en lui disant que c'était normal. Il s'est avéré que le gars aimait se préparer comme une fille, mais l'homme avait un plan pour passer le temps. Il avait du papier et un crayon pour qu'il puisse dessiner quelque chose en attendant que le fantôme vienne de la salle de repos. Gu Bo Youn a ouvert son immense armoire, qui contenait ses affaires pour travailler au café. Mais en plus des vêtements, un coffre-fort était caché dans l'un des murs du casier, le fantôme montra le verrou numérique et saisit le mot de passe. Après cela, l'étagère avec les vêtements a reculé et un nouveau tiroir a commencé à apparaître en dessous. Dans cette boîte, généralement cachée aux regards indiscrets, se trouvait tout l'arsenal du tueur fantomatique. Gu Bo Youn a pris l'arme dans sa main droite et a abaissé le pontet avec sa gauche pour séparer le verrou du cadre. Après cela, devant lui se trouvait un canon avec un ressort de rappel, qu'il a également retiré du canon et le pistolet a été complètement démonté. Tout ce processus s'est déroulé dans un silence complet et une fois terminé, le cabinet s'est à nouveau effondré. Le fantôme blanc sortit son uniforme de serveur et ferma le casier métallique avec un bruit sourd. Après cela, il changea rapidement de vêtements et put enfin se diriger vers la sortie de la salle des professeurs. Le gars manquait déjà à Xiaoruo et était très heureux qu'il soit revenu. Elle sauta du tabouret du bar et courut à sa rencontre pour lui montrer le dessin que le vieil homme avait fait pour elle. À partir du morceau de papier, une copie clignotante de Li Ruojin regardait Gu Bo Youn, l'air très mignon. La jeune fille réfléchit un instant et réalisa qu'elle ne pouvait pas recevoir de faveur de leur part et ne rien donner elle-même. Elle y réfléchit un moment puis annonça qu'elle avait une idée, surprenant les deux hommes. Xiaoruo avait 3 épingles à cheveux dans les cheveux, alors elle en a enlevé 2 et les a utilisées pour décorer les coiffures de ses nouveaux amis. Le Vushka regardait Kao, blond embarrassé et heureux, et se sentait comme la personne la plus heureuse du monde. De joie, elle fut arrachée par la notification du message.
et elle vit que son papa l'appelait pour qu'elle rentre vite. Lee Ryojin a regardé par la fenêtre et s'est rendu compte qu'elle n'avait même pas remarqué à quel point il faisait noir, le temps passait si vite à côté des gars. Elle a couru vers la porte, a dit au revoir aux employés du café et a promis de leur rendre visite souvent. À la porte même, Xiao Ruo a soudainement ralenti et a appelé Bo Yoon. Le gars fut surpris et regarda son camarade de classe avec attente. Lee Ryojin a souri largement et a promis qu'elle serait toujours là pour soutenir le blond chaque fois qu'il en aurait besoin. Elle était gênée par le son de ses paroles et, avec crainte, elle a tourné la conversation vers ce qu'elle voulait dire à propos du manager. Xiao Ruo s'est dépêché de s'enfuir du café le plus rapidement possible, mais n'a pas oublié de promettre de se rencontrer demain. Les cheveux du fantôme blanc étaient ébouriffés et il avait l'air très drôle avec une petite pince à cheveux jaunes sur la tête. Kao aimait la nouvelle connaissance de Belling, donc après son départ, il rit et partagea son opinion avec son subordonné. Cependant, Bo Yoon lui-même n'a pas partagé sa joie et, en expirant lourdement, a admis qu'il s'ennuyait terriblement. Le gars a enlevé la barrette ridicule de ses cheveux et a demandé à son patron de lui confier enfin une nouvelle tâche. Kao fut bouleversé par la réaction du fantôme et devint convaincu que le garçon avait réellement froid. Le gérant a mis une photo de la nouvelle victime sur le comptoir du bar. Cette personne s'est avérée être le directeur général de l'entreprise Musen, Long Xiao. Il y avait 3 autorités principales dans la ville de Qiangan, qui dépassait l'influence des autorités dans tous les aspects et avait autorité dans le monde souterrain. Long Xiao était l'une des 3 principales autorités et était leur cible. L'homme buvait tous les jours presque jusqu'à perdre connaissance. Kao a présenté ses informations sur son objectif et a finalement parlé de la demande du client, c'était que la mort de Xiao devait ressembler à un accident. La nuit est tombée et les clubs, comme toujours, ont commencé à scintiller de toutes leurs couleurs, obligeant les gens à s'amuser. Long Xiao était l'un des pétitionnaires du club, 2 filles à moitié nues étaient assises à côté de lui et il buvait. Un garçon courageux est venu seul à sa rencontre. Le directeur général de l'entreprise Musen a soulevé la bouteille et a demandé avec désinvolture à l'invité s'il faisait partie des gens de Judy. Il était facile de se perdre dans l'agitation de la discothèque, alors le fantôme observait tranquillement la situation alors qu'il était assis au bar. Bientôt, Bo Yang se retourna pour que Belling puisse le reconnaître. Cela le rendit un peu confus, surtout lorsqu'il apprit que la rousse servait le maréchal. Cependant, le gars n'a pas eu le temps d'expliquer pourquoi le maréchal Zhou l'avait envoyé, car Long Xiao a bondi de son siège et a brisé une bouteille sur la tête de quelqu'un d'autre. L'alcool d'une bouteille cassée s'est déversé sur la tête de Bo Yang, se mélangeant au sang, et le gars a crié de douleur. Mais il n'allait pas épargner la rousse. Le directeur a attiré le blessé vers lui et a crié que son patron n'était qu'un cochon sauvage et aussi son ennemi mortel. Le champion a rassemblé ses pensées et a essayé d'expliquer qu'il était venu pour devenir un représentant de l'association Daozong et entamer une coopération. Long Xiao renifla simplement avec dédain et dit qu'un tel cochon ne convenait pas à la coopération. Son jeune frère a essayé de calmer le réalisateur et, pour commencer, d'écouter au moins la proposition de quelqu'un d'autre. Mais l'homme a haussé les épaules et a ordonné à Ying Xian de s'occuper de ses propres affaires, forçant son frère à se taire. Long Xiao est revenu vers les filles et a eu pitié du garçon, lui permettant de quitter le club relativement indemne. Bo Yan ne voulait pas partir, car le maréchal Zhou expliquait en détail ce qui lui arriverait si on lui refusait la coopération. Mais le directeur général de l'entreprise Musen ne se souciait pas de ces détails. Alors il a demandé avec colère si le gars avait compris ses paroles et la rousse a été obligée de battre en retraite. Bouleversé, Bo Yan a été contraint de partir sous les cris joyeux des filles pour se perdre et se souvenir de la chance qu'il avait aujourd'hui. Le fantôme blanc s'assit pour cacher son visage et se souvint que le fantôme aux cheveux roux était un subordonné de Daozong de Judy. Long Xiao a commencé à se plaindre du fait que les jeunes d'aujourd'hui ne fréquentent pas les universités et sont impliqués dans des gangs criminels. Ying Xian a de nouveau approché son frère pour tenter de lui faire comprendre que la coopération avec l'association Daozong pourrait être utile. Le PDG devenait encore plus sombre à chaque mot de son jeune frère affirmant que l'entreprise Musen n'était pas dans la meilleure position à l'heure actuelle et que la coopération pouvait les aider. En fin de compte, il n'a pas pu le supporter et a ordonné d'arrêter. Il n'y avait aucun moyen pour Long Xiao d'accepter de coopérer avec quelqu'un comme l'association Daozong. Le frère aîné a rappelé à Ying Xian que pour l'instant, il contrôle Musen, donc il ne permettra à personne de penser à la coopération. Toute cette situation a fatigué Long Xiao, alors il a pris ses affaires et a annoncé qu'il partait et cette conversation était terminée. Le frère cadet a été forcé d'accepter la défaite parce que son frère était têtu et ne lâchait toujours pas sa colère envers l'unification de Daozong. Long Xial était accompagné d'un de ses gardes du corps, à qui l'homme a ordonné d'organiser une voiture pour se rendre chez lui. Maintenant, le fantôme blanc n'avait plus rien à faire dans la boîte de nuit, alors il posa son verre et paya sa boisson. Long Xiao et son garde du corps descendirent la ruelle. Le gars a demandé dans quel manoir ils allaient et le directeur a remarqué qu'il avait trop d'alcool. Belling a vu que sa cible était déjà à proximité et a appliqué de l'alcool sur les bandages et l'a également frotté sur son cou. Après cela, il a mis son plan à exécution et est tombé sur Long Xiao dans une ruelle, jetant quelques objets dans sa poche. Bo Yoon a immédiatement reculé et a commencé à s'excuser auprès du PDG alors qu'il le menaçait. Le garde du corps n'a pas écouté les excuses du garçon et l'a jeté dans un tas d'ordures.
lui demandant s'il savait à qui il avait affaire. Le gars était en colère et a continué à menacer Belling jusqu'à ce que son patron lui ordonne d'abandonner l'affaire et de passer à autre chose. Le garde du corps a écouté l'homme et ils sont partis, jusqu'à la voiture. Long Xiao a condamné la jeunesse d'aujourd'hui. L'agent de sécurité a poliment ouvert la portière à son patron et il est monté dans la voiture, ignorant qui il venait de rencontrer. Après cela, la voiture est partie avec un grand rugissement et le fantôme blanc a finalement pu commencer à s'élever du sol. Le tueur fantomatique s'est débarrassé de l'excès de saleté, a sorti son téléphone et a commencé à suivre les mouvements de sa victime. Long Xiao roulait détendu dans l'habitacle de sa voiture, buvant de l'alcool coûteux et s'approchant rapidement d'une de ses maisons. L'objectif final était de créer deux gratte-ciel opposés, et dans l'un d'eux, le tueur a mis une balle dans le chargeur du fusil. Belling porta la lunette à ses yeux et commença à examiner attentivement les fenêtres d'un bâtiment voisin pour trouver sa cible. Le gars a parcouru les appartements les uns après les autres, il n'était pas pressé, car il savait qu'il tomberait bientôt sur sa cible. Bientôt, cela s'est réellement produit et le fantôme blanc a vu Long Xiao portant un tablier rose portant un plat dans le salon. L'homme finit de dresser la table de fête et ôta son tablier. Il parlait à quelqu'un au téléphone et lui disait que tous les préparatifs étaient déjà terminés. Long Xiao souriait joyeusement et avait hâte de rencontrer bientôt son interlocuteur, lui envoyant de nombreux baisers. Belling se demanda mentalement où était passée l'image brutale de quelqu'un d'autre et appela l'appareil qui avait été implanté à l'avance. Un appel téléphonique a commencé à retentir de la poche de sa veste et l'homme a été très surpris lorsqu'il a découvert une chose inconnue dans ses vêtements. Quelque chose semblable à un joueur est apparu sur sa main, qui, pour une raison quelconque, sonnait, ainsi qu'une capsule incompréhensible. Long Xiao a décidé de répondre à l'appel provenant d'un appareil inconnu et d'essayer de savoir qui l'avait appelé. Dès qu'il a décroché le téléphone et posé sa question, il a entendu quelqu'un d'autre crier que l'ange de la mort l'appelait. Long Xiao s'est mis en colère et a décidé que c'était une autre farce stupide, mais l'ange de la mort a ordonné à l'homme de regarder son corps. Dès que le directeur général de l'entreprise Musen a baissé les yeux sur sa poitrine, il s'est rendu compte avec horreur qu'un fusil de sniper était pointé sur lui. L'homme est devenu nerveux et a essayé de comprendre qui le visait et comment cette personne pouvait découvrir le domaine secret. Long Xiao pensait que c'était les astuces de Zhu Di et a même accepté de discuter de coopération, mais le fantôme a seulement dit qu'il était destiné à mourir. L'homme a commencé à s'emporter, mais Belling l'a interrompu en lui disant qu'ils avaient deux options pour le développement des événements. Cette phrase a fait réfléchir le réalisateur à la raison pour laquelle il n'a pas été abattu immédiatement, car il pouvait désormais facilement se cacher derrière les meubles. Gu Boyun a parlé de la première option, dans laquelle il tirerait, mais raterait quand l'homme se cachait et il devrait alors venir tuer personnellement Xiao. Cette option n'était pas pratique, alors l'ange de la mort a suggéré à sa cible de choisir la deuxième option et de manger la capsule. Il s'est avéré que la capsule avait été fabriquée sur commande spéciale et que son ingrédient principal était de l'alcool éthylique concentré. Dès qu'une personne l'avale, le cœur s'arrête instantanément et la mort est indolore. Long Xiao était amusé par les bavardages des autres et il décida que le mercenaire avait simplement peur de tirer s'il essayait de le forcer à avaler la capsule. Le directeur général a crié qu'il préférait mourir d'un coup de feu et emmener le tueur avec lui, mais le fantôme lui a rappelé qu'il n'avait pas encore fini de parler. Parce que si Long Xiao avalait docilement la capsule, il leur éviterait des ennuis. En effet, dans ce cas, sa mort sera considérée comme un accident et il n'y aura aucune complication, mais le meurtre entraînera une enquête sur les affaires de l'entreprise. Et dans ce cas, Long Xiao amènera avec lui tous les ouvriers de Musen, car la police n'attend qu'une raison pour se plonger dans les tenants et les aboutissants de Musen. Le PDG n'a pas pris cette déclaration au sérieux car son entreprise n'avait pas peur des flics et était également sûr de payer le tueur. Maintenant, l'ange de la mort était prêt à utiliser son atout et à choquer la victime lorsqu'il lui a demandé s'il était désolé de l'impliquer dans cette affaire. Belling a admis qu'il avait suivi Xiao depuis le bar et avait trouvé étrange qu'il communique si affectueusement avec quelqu'un au téléphone et prépare le dîner aux chandelles. Gu Boyun est arrivé à la conclusion que la personne à l'autre bout du fil était une fille et qu'elle était très importante pour l'homme. Long Xiao n'arrivait pas à y croire tandis que le mercenaire lui demandait s'il était prêt à risquer la fille qui serait bientôt dans l'appartement. L'homme s'est mis en colère et a crié qu'il ne permettrait à personne de toucher la personne qui compte pour lui. Une réaction aussi violente montra à l'ange de la mort que la fille était encore plus importante pour Xiao qu'il ne le pensait, alors il se dépêcha. Le fantôme a admis que s'il commençait à tirer, il ne pouvait pas garantir que des innocents ne seraient pas blessés. Le corps entier de Long Xiao tremblait alors qu'il regardait la pilule dans sa main et savait qu'il devait prendre une décision. Mais il ne voulait catégoriquement pas manger la capsule et mourir, car il pensait qu'il valait mieux mourir d'une balle. Le PDG était déchiré par les émotions et il ne comprenait pas pourquoi le mercenaire avait besoin qu'il se suicide en mangeant la capsule. Soudain, l'homme s'est rendu compte que le tueur avait une raison de le forcer à manger la capsule. Tous ces faits ont ouvert les yeux de Long Xiao sur ce qui se passait et il a commencé à comprendre qui voulait sa mort. Cette connaissance le fit rire follement et cria qu'il savait qui était derrière tout cela. Il a crié et ri si fort et si désespérément qu'à la fin, ses cordes vocales n'ont pas pu le supporter et l'homme a commencé à tousser. Long Xiao ne criait plus et acceptait humblement qu'une certaine personne ait ordonné sa mort. Mais depuis que cet homme a décidé de mettre fin à la vie de Xiao,
cela signifie qu'il mourra quand même, peu importe à quel point il essaie de survivre. L'homme regarda la capsule dans sa main et accepta finalement sa défaite, et il a demandé si le garçon comprenait ce que cela signifiait. Le mercenaire a rappelé qu'il n'est qu'une figure de proue qui fait son travail, et que le reste ne le concerne pas. Long Xiao rit et fut d'accord avec lui sur le fait qu'il ne servait à rien de discuter avec le chien de course de quelqu'un. Le PDG Muzen ne voulait pas mourir et, pour gagner du temps, a demandé s'il pouvait savoir à qui il parlait. Le gars a réfléchi et a décidé que l'homme allait mourir de toute façon, afin qu'il puisse communiquer calmement cette information. Il prit une profonde inspiration et cria fort qu'il s'appelait Luo Shandian Beling. À ce moment-là, les éclairs et le tonnerre commencèrent à faire rage dans le ciel, comme s'ils faisaient écho au nom du fantôme blanc. Et Long Xiao a été choqué lorsqu'il a entendu le nom qui désignait le plus grand groupe de tueurs. Gu Boyun était surpris que l'homme connaisse l'existence de Luo Shandian, et Xiao semblait un peu heureux que quelqu'un comme celui-là ait été engagé pour le tuer. Le PDG a porté la capsule à sa bouche, a rappelé au gars sa promesse de ne toucher personne d'autre et a avalé le poison. Un éclair de douleur transperça immédiatement le corps et la vie commença rapidement à quitter Long Xiao. Son cœur s'est arrêté, le joueur est tombé de ses mains affaiblies, et juste à ce moment-là, le clic de la serrure s'est fait entendre. La porte s'est ouverte et la fille de Long Xiao est apparue sur le seuil avec son ami et a annoncé son retour. Elle a dit avec joie qu'elle avait amené Xiaoyi pour fêter son anniversaire avec eux, mais la peur est apparue dans ses yeux lorsqu'elle a vu son père tomber. Gu Boyun a entendu la voix de Li Ruojin et ne pouvait pas croire que la personne chère à sa cible s'était avérée être son camarade de classe. Les éclairs et le tonnerre ont commencé à apparaître plus souvent dans le ciel et bientôt un orage a commencé, assombrissant encore plus la situation. L'averse ne s'est pas arrêtée, même lorsque l'ambulance est arrivée et a constaté que le président du conseil d'administration de l'entreprise Muzen, Long Xiao, était décédé. L'examen médical du tribunal a révélé un arrêt cardiaque dû à une intoxication alcoolique et, faute de preuves, a exclu la possibilité d'un meurtre. La police a signalé cela à Long Jingxian et a promis de signaler s'il y avait des nouvelles dans l'enquête sur la mort de son frère. Les policiers se sont réjouis que le méchant soit mort suite à un châtiment céleste et Yingxian les a regardés. L'homme s'est figé sous la pluie lorsqu'il a vu Xiao Ruo courir vers l'ambulance en larmes, la suppliant de ne pas emmener son père. Son ami a couru après elle et la jeune fille a quand même réussi à intercepter Li Ruojin, désespérée, tout en répétant que son père n'était pas mort. La fille était hystérique et ni Xian et ni Yingxian ne savaient comment l'aider. L'ambulance est partie et Boyun s'est tenu devant Xiao Ruo. L'averse a complètement mouillé son t-shirt et ses cheveux, et le gars lui-même était à peine conscient de ses sentiments lorsqu'il a appelé bruyamment son camarade de classe. Cependant, la fille de Long Xiao ne le regardait même pas. Xiane a été surprise de reconnaître le gars comme étant Boyun, et l'oncle de la fille a décidé qu'il était son ami. Le fantôme blanc s'est senti dégoûtant et a commencé à essayer de rassembler des mots et de raconter à Xiao Ruo ce qui s'était passé. Finalement, il reprit courage et cria, mais n'eut pas le temps de finir, car la jeune fille, criant et pleurant, se précipita dans ses bras. Elle n'arrêtait pas de répéter que papa n'était pas mort et que Boyun ne pouvait que lui caresser la tête de manière apaisante. Mais cela n'a pas aidé, car Xiao Ruo était dans un très mauvais état d'esprit et ne pouvait que pleurer de douleur. Gu Boyun a pleuré avec elle, debout sous une pluie battante, jusqu'à ce qu'il soit conduit dans la maison et forcé de changer de vêtements. Yingxian a demandé aux amis de sa nièce de rester à ses côtés, car lui-même a été contraint de partir pour rejoindre le conseil d'administration. La porte se ferma et le trio resta assis dans la pièce dans un silence oppressant, et seul Xiane a appelé son ami avec hésitation. Li Ruojin était allongée sur la table et les larmes coulaient encore de ses yeux lorsqu'elle a admis qu'elle ne croyait pas que son père mourrait ainsi, parce qu'il l'attendait. L'ami comprit l'état bouleversé de la jeune fille, mais fut obligé de constater que les paroles du garde du corps concordaient avec la conclusion de l'expert. Xiao Ruo ne voulait pas entendre parler de cette preuve, elle était sûre que la police n'aimait pas son père, alors ils n'ont même pas essayé sérieusement. Li Ruojin a surpris ses amis lorsqu'elle a admis que son père aimait boire, mais qu'il tenait toujours ses promesses. Par conséquent, le jour de son anniversaire, il ne se boirait jamais à mort et la jeune fille voulait connaître la vérité. Elle était sûre qu'à cause de son travail, quelqu'un conspirait contre son père pour lui faire du mal. Gu Boyun l'écoutait en silence, n'osant pas admettre son rôle, et son amie prenait ses paroles à cœur. Et elle a décidé qu'elle soutiendrait Xiao Ruo, car elle était si sûre du meurtre et a dit qu'ils trouveraient eux-mêmes une personne qui l'aiderait dans l'enquête. Après tout, un célèbre détective a étudié dans leur université et pourrait les aider dans cette affaire compliquée. Ils ont appelé Chu Ziyu au milieu de la nuit et comme il était l'ami d'enfance de Xiaoyi, le détective est venu à son secours. Le gars a ajusté ses lunettes et a prononcé des discours confus, indiquant qu'il n'y avait qu'une seule vérité et qu'il la savait déjà. Le détective a déclaré que le père de Xiao Ruo était un mafieux, pour lequel il avait reçu une gifle sur la tête, ainsi qu'une tirade de colère de la part de Xiane. Chu Ziyu a tiré les rideaux et a commencé à regarder la vue depuis la fenêtre, notant qu'il était digne de la principale autorité de la ville. Le gars a demandé si la police avait procédé à un examen et a appris que leur conclusion était une intoxication alcoolique. L'ami de Xiaoyi a ajusté ses lunettes et a admis qu'il n'y avait aucune omission dans le rapport de police et que les preuves étaient suffisantes. Après tout,
il n'y avait aucun étranger sur les lieux du crime et la tendance à abuser de l'alcool s'est confirmée. Et même les filles ont vu le défunt au moment de la chute, ce qui a confirmé la version de l'accident. Et l'affaire aurait pu être classée, mais il valait la peine de prendre en compte les activités spécifiques de la victime et d'examiner l'affaire sous un angle différent. Par conséquent, pour commencer, Chu Ziyu a proposé de prendre comme base le fait que le père de Xiaoryu avait été tué par quelqu'un. Puisqu'il n'y avait aucune marque sur le corps de l'homme, il n'y avait qu'un seul moyen de le faire, utiliser une menace à distance. Le fantôme blanc est resté silencieux, mais les filles ont commencé à réfléchir sérieusement à la théorie selon laquelle Long Xiao avait été contraint de se suicider par des menaces. Le détective n'était pas pressé de tirer des conclusions, mais pour le moment, la probabilité de cette version était extrêmement élevée. Le gars est retourné à la fenêtre et a dit qu'il avait déjà regardé autour de lui et que cet endroit était situé très haut. Et comme il se trouve au 65e étage de la tour jumelle, la meilleure vue est depuis le bâtiment voisin. Un joueur est apparu entre les mains de Chu Ziyu, ce qui a en partie confirmé la théorie d'une menace lointaine. Le tueur fantôme retenait son souffle et n'en croyait pas ses oreilles car le gars se déplaçait dans la bonne direction. Xiane a remarqué que l'appareil était un lecteur ordinaire, mais le détective a expliqué que l'insertion d'une petite puce dedans n'était pas un problème. Puis il a remarqué que la jeune fille ignorait les preuves, comme les imbéciles de la police, et sa petite amie s'est mise en colère. Xiaoryu pensait que tout cela était tout à fait logique, mais elle ne savait pas quelle excuse pourrait pousser son père à s'empoisonner. Cependant, le détective ne pouvait pas deviner quel prétexte exact le tueur avait utilisé pour atteindre son objectif, et le gars n'a pas vu l'intérêt de s'en mêler, il savait qu'il communiquait via le lecteur, mais la puce était jetable et cela ne servait à rien de démonter l'appareil. Il a été décidé de se rendre dans le bâtiment d'en face et d'y chercher des indices. Tous les quatre se sont rendus au bâtiment et le détective était sûr que le tueur avait baissé sa garde. Xiane ne comprenait pas comment il pourrait trouver des preuves à temps si l'inspection du bâtiment prenait énormément de temps. Mais Chu Ziyu a promis que cela prendrait beaucoup moins de temps qu'elle ne le pensait. Après tout, il leur suffit de regarder les images de la caméra. Et tout aurait été parfait sans le problème d'un agent de sécurité peu coopératif, qui rendait la tâche beaucoup plus difficile. Le détective a regardé le gars sévère et l'équipe a essayé de décider qui irait tenter sa chance en premier. Chu Ziyu est allé en premier, le gars a décidé de simplement demander, mais a reçu un refus tout à fait attendu. Xiaoryu a alors tenté sa chance en essayant d'expliquer l'importance de leur affaire, mais le gardien l'a renvoyé chez elle. Gu Boyun s'est seulement approché du garde peu coopératif et n'a pas eu le temps de dire deux mots lorsqu'il a été brutalement refusé. C'était le tour de Xiane, et même si tout le monde était désespéré, la jeune fille allait sauver la situation et persuader le vieil homme têtu. Elle ôta sa veste, exposant son décolleté, et s'apprêtait à utiliser sa technique la plus fiable. La fille a doucement tiré son chemisier et a fait semblant d'être mignonne et a demandé de l'aide. Chu Ziyu était excité, mais le garde s'est avéré être une femme. Elle a ajouté que Xiane n'avait pas une once de charme féminin et que le détective et Xiaoryu pensaient qu'elle regretterait ses paroles. Ils avaient raison, car leur ami s'est mise en colère et a crié à sa tante de se préparer à donner sa vie. Ainsi, Xiane a battu le garde et a eu accès aux caméras, mais pas comme elle l'avait prévu. Toute l'équipe, à l'exception de Gu Boyun, s'est approchée des écrans et s'est préparée à découvrir la vérité sur la mort de Long Xiao. Chu Ziyu expliquait à quoi ressemblerait le supposé tueur lorsque la blonde a appelé Xiaoryu et a distrait les gars. Le fantôme voulut à nouveau avouer ce qu'il avait fait, mais ne trouva pas les mots. Li Ryojin a commencé à s'inquiéter pour Boyun parce qu'il avait l'air bouleversé et son visage est devenu pâle. À ce moment-là, le gars s'est rendu compte qu'il ne pouvait tout simplement pas dire quelque chose comme ça à voix haute devant quelqu'un comme Xiaoryu. Mais il ne pouvait plus supporter d'être là, alors il s'est excusé auprès de la fille confuse et a admis qu'il devait y aller. Après cela, le gars a couru dans la rue sous la pluie et a blâmé la vie pour avoir tué le père de Li Ryojin. Toute l'équipe a remarqué le comportement étrange du gars, et si Xiaoryu était simplement inquiète, son amie se doutait de quelque chose. Parce qu'elle a d'abord pensé que son apparition inattendue près de la maison était étrange, et maintenant il s'est enfui pour éviter de regarder les caméras. Il semblait qu'il avait peur de les regarder et qu'il pourrait avoir quelque chose à voir avec cette journée. Mais la fille de Long Xiao ne croyait pas que son ami avait quelque chose à voir avec la mort de son père et a décidé de croire l'excuse du gars. Cependant, Xiane voulait entendre une explication sur son apparition soudaine, mais le détective a suggéré de regarder d'abord les enregistrements. Ils aideraient les filles à ne pas se disputer et à obtenir les preuves dont elles ont besoin, ou au contraire à réfuter la culpabilité de Boyun. Chu Ziyu a rembobiné l'enregistrement une demi-heure avant sa mort et ils ont soigneusement observé tout ce qui apparaissait à l'écran. Le cœur de Li Ryojin battait à tout rompre comme s'il était sur le point de sortir de sa poitrine tandis que la jeune fille se figeait d'anticipation. À ce moment-là, le fantôme blanc continuait de courir sous la pluie et réfléchissait à ce qu'il fallait faire si Xiaoryu le découvrait. L'équipe s'est figée lorsqu'elle a vu sur l'enregistrement une personne qui correspondait à la description du détective. Le tueur de fantômes se sentait dégoûtant et ne pouvait s'empêcher de maudire le monde entier. Après tout, à partir de maintenant, Li Ryojin ne pourrait plus jamais reconnaître le vrai Gu Boyun. Mais, au grand regret de l'équipe, seule la personne suspecte était visible sur l'enregistrement, mais pas son visage. Après la mort de Long Xiao,
la brillante jeunesse de sa fille a pris fin une nuit pluvieuse. Il y a 20 ans, un homme parcourait les couloirs de l'hôpital, fumant des dizaines de cigarettes dans une attente anxieuse. Il voulait mettre l'hôpital en pièces, mais ses amis l'ont calmé, le convainquant que tout irait bien pour son épouse. Le jeune Long Xiao a attrapé l'un des gars et a commencé à crier que sa femme allait accoucher 2 mois plus tôt et qu'il ne pouvait tout simplement pas rester calme. C'est à ce moment précis que la porte a commencé à s'ouvrir et l'homme, ainsi que plusieurs de ses compagnons, se sont réjouis de la fin de l'accouchement. Long Xiao a tout laissé tomber et a couru vers la salle, sans prêter attention aux interdictions du médecin, car il était devenu père. Sa belle épouse était allongée sur le lit d'hôpital et l'homme était très heureux de la revoir après une longue attente. Le corps de Long Xiao tremblait et il pleurait en regardant son magnifique bébé, qui s'est avéré être une fille. Sa femme lui a suggéré d'arrêter de pleurer et de prendre la princesse dans ses bras. Xiao obéit et serra le bébé qui pleurait dans ses bras. La femme avait l'air très fatiguée, mais a dit à son mari qu'elle voulait nommer la fille Zhuyu. Long Xiao a aimé ce nom et a dit qu'à partir de maintenant, leur fille était Li Ruoyu. La femme fut surprise lorsqu'elle entendit le nom de sa famille. Mais son mari avait déjà pensé à tout et voulait ainsi protéger au moins un peu le bébé de ses ennemis. Sa femme s'affaiblit sous ses yeux, mais avec un léger sourire aux lèvres, elle approuva ses pensées. Dans le même temps, elle a souligné qu'il devrait arrêter de fumer s'il veut vraiment protéger sa fille. Long Xiao fut un peu surpris par cette proposition, mais après y avoir réfléchi, il décida que sa femme avait raison. Comme toujours, la mère de Zhuyu a profité de l'occasion et a essayé de donner autant d'instructions que possible au jeune père. Et même si les exigences étaient nombreuses, l'homme a décidé de faire tout son possible pour sa princesse et de devenir le meilleur père. La fille était heureuse de surveiller sa famille, mais son état empirait et Long Xiao l'a remarqué. Le vent s'est précipité dans la pièce et sa femme s'est excusée et a demandé à son mari de prendre soin de leur belle-fille. La mère de Zhuyi a quitté ce monde, mais a promis de voir leur princesse grandir. Une semaine s'était écoulée depuis la mort de Long Xiao, et pendant tout ce temps, Xiao Duo n'était jamais apparu à l'école. Xian s'est souvenu qu'aujourd'hui étaient censées être les funérailles du père de sa meilleure amie, et même elle a eu du mal à l'accepter. Chu Ziyu avait déjà fini de démonter l'appareil et y avait identifié 2 puces, mais les 2 étaient endommagées. La jeune fille s'est souvenue de la silhouette qu'elle avait vue sur l'enregistrement et a demandé s'il y avait vraiment un moyen de découvrir qui il était. Xian s'est de nouveau souvenu de ses hypothèses et le détective a déclaré qu'il n'avait pas porté de jugements inutiles car ils interféraient avec les jugements objectifs. De plus, le gars pensait que même s'il découvrait qui était cette personne, cela ne servirait pas à grand chose. Et c'est tout, parce que ces personnes ne sont que des outils et qu'il y a clairement une sorte de gros bonnet derrière elles. C'est pourquoi Chu Ziyu était sûr que la mort de Long Xiao avait été planifiée par quelqu'un dans les coulisses. C'est pourquoi l'illusion d'une mort aléatoire a été créée. Xian pensait que cela ressemblait à une simple évasion de la police. Le détective a admis qu'il pensait constamment que l'accident n'était que le début. La photo de Long Xiao se trouvait à côté d'une petite photo de sa femme lors de la cérémonie d'adieu. Li Ruojin se tenait en vêtements de deuil parmi les autres invités, et pour elle, tout était comme dans un brouillard. Alors que les funérailles touchaient à leur fin, son oncle s'est approché d'elle et lui a demandé d'attendre dans la voiture à cause du vent fort. Mais la jeune fille n'a pas eu le temps de partir, car derrière elle a entendu la voix satisfaite de quelqu'un, se réjouissant de la fin des funérailles. Cette voix appartenait aux principaux actionnaires de la société, qui voulaient parler de qui obtiendrait 60% des actions. Ying Xian était furieux de ce comportement et du fait qu'ils aient osé résoudre ce problème lors des funérailles. Mais le blond n'a pas été gêné par le discours de quelqu'un d'autre, et il a rappelé que le royaume ne peut exister sans roi. L'homme pensait qu'il était le meilleur candidat pour obtenir la part de Long Xiao. L'oncle Xiao Ruo a retenu sa colère et, sans quitter son adversaire du regard furieux, a demandé à la jeune fille de retourner à la voiture. La blonde a souri d'un air prédateur et a dit haut et fort à tout le monde que la fille de l'ancien PDG finirait comme sa mère. À ce moment-là, un homme âgé est apparu derrière la foule et a demandé à la jeune fille d'attendre encore 1 minute. Nutao était la secrétaire de son père et a dit à tout le monde qu'ils écouteraient désormais la dernière volonté du maître. Ying Xian ne s'attendait pas à une telle tournure des événements, et tout son corps fut frappé par un petit choc électrique lorsqu'il réalisa que son frère avait laissé un testament. Les principaux actionnaires doutaient de l'authenticité du document et essayaient de comprendre quelle pouvait être la dernière volonté de la mort subite de Xiao. Il s'est avéré que le testament avait été rédigé par le directeur général il y a 2 mois. Nutao a exprimé ses soupçons selon lesquels le monsieur avait prévu sa mort depuis longtemps, surprenant sa fille. L'homme a commencé l'histoire selon laquelle le testament ci-dessous avait été rédigé par M. Long et remis à son majordome personnel Nutao. Un vent fort s'est levé et les feuilles soufflaient dans tout le cimetière lorsque le majordome a commencé à lire le testament. Il a déclaré que l'épouse du réalisateur était décédée prématurément, les laissant avec leur fille unique, à qui le nom de famille de sa mère avait été donné pour se protéger. Tout le monde a écouté attentivement pendant que Long Xiao sentait qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps, mais il n'avait pas l'intention de laisser sa fille sans rien. L'homme a clairement écrit son souhait, à savoir qu'après sa mort, tous les pouvoirs passeraient à Xiao Ruo. Par conséquent, la principale raison pour laquelle ce testament a été rédigé était de prendre soin de sa fille unique. Et maintenant,
c'était elle qui devait hériter de 60% des actions de Musen Corporation. Cette tournure inattendue des événements a surpris tout le monde, en particulier le noyau dur des actionnaires. La blonde fut la plus indignée et cria que l'entreprise ne pouvait pas être confiée à une méchante fille. Cependant, ses discours ont été interrompus par un coup violent de son garde du corps, à cause duquel l'homme imprudent s'est envolé au loin. Ce comportement a surpris les invités. Mais le premier garde du corps, Long Xiao, était confiant dans la justesse de ses actions et pensait que si son patron était en vie, il aurait achevé tout le monde. Après cela, l'homme s'est approché de la jeune femme et lui a présenté ses excuses pour avoir pu lui faire peur. Désormais, Xiao Ryu était entouré de 3 hommes restés fidèles à son père. Si-kun a suggéré que les insatisfaits prononcent leur dernier mot maintenant. Mais ni les principaux actionnaires ni beaucoup de personnes parmi la foule n'ont osé prononcer un seul mot contre la dame. Et ils ont seulement crié que tous les membres de Musen obéiraient sans aucun doute aux ordres de la maîtresse. Après ce jour, toutes les personnes de l'école discutaient de la nouvelle selon laquelle Li Ryojin deviendrait le plus jeune PDG de la ville. Aucun des étudiants ne pouvait croire que la jeune fille était l'héritière d'une entreprise aussi énorme et occupait désormais un poste aussi élevé. Désormais, tout le monde savait que son vrai nom était Lin et était sûr que des milliards seraient offerts pour sa vie. Des propos similaires ont été entendus dans toute la ville et la nouvelle était sur toutes les lèvres. Un gars a vu les nouvelles dans un café et s'est souvenu que cette fille était récemment venue ici, ce qu'il a signalé à M. Kao. Le vieil homme essuyait le comptoir du bar et se souvenait de la jolie épingle à cheveux jaunes que la jeune fille lui avait laissée, et lui a présenté ses excuses mentales pour l'avoir entraînée en enfer. Au même moment, dans le gymnase, quelqu'un cherchait avec insistance le maréchal qui s'entraînait sur le terrain de boxe. Le maréchal était sur le ring et appréciait son combat, même si son adversaire était beaucoup plus faible que lui. L'homme le frappa sans pitié au visage, appréciant le sentiment de sa propre force. L'adversaire a perdu connaissance et le maréchal a ordonné à son subordonné d'en amener 3 à la fois la prochaine fois. Et bien que Keke croyait que l'homme était tout simplement très fort, il a accepté de lui amener au moins 5 adversaires. Le serpent gris a sorti un journal et a demandé à Judy s'il avait vu les nouvelles d'aujourd'hui. Le maréchal a regardé son subordonné et a déclaré qu'il était au courant depuis longtemps du décès du directeur général de Musen. Cependant, le gars a parlé d'autres nouvelles liées à la fille de Luna. Keke a rappelé qu'il voulait travailler avec cette entreprise et qu'il pouvait désormais l'infiltrer, mais le maréchal estimait que Xiao ne méritait pas un tel traitement. Le serpent gris proposa quand même de profiter du fait que sa fille était encore bien verte et de la prendre en otage. Le maréchal n'a pas bien compris comment son subordonné voulait contourner tous les gardes du corps et se rapprocher de la jeune fille. Mais Kaka avait déjà un plan en tête, alors il a froissé le journal et l'a jeté par terre, et a assuré à son patron qu'il avait déjà pensé à tout. Le gars claqua des doigts et, avec un sourire satisfait, commença l'histoire selon laquelle il serait vraiment difficile pour une personne ordinaire de se rapprocher d'elle. Mais dans leur groupe il y avait sa camarade de classe, pour qui cela ne poserait pas de problème. Le serpent gris a assuré au maréchal qu'il pouvait lui faire confiance car Dabo Yang terminerait définitivement sa tâche. Après tout, l'euro avait juste besoin de trouver une excuse pour traîner la fille dans la rue, alors il a envoyé une lettre. Xian l'a donnée à son ami et a trouvé mignon que le gars soit aveuglé par l'amour. Xiao Ryu était contrarié de se moquer à nouveau d'elle. Mais son ami s'est souvenu de l'apparence du gars aujourd'hui et lui a dit qu'aujourd'hui, il était sérieux et n'avait pas l'air pathétique du tout. La jeune fille pensait que son ami, de toute façon, devrait au moins regarder ce qu'il avait écrit dans sa lettre. Elle a également proposé d'aider la jeune fille et de lire elle-même la lettre. Les filles ont ouvert l'enveloppe et ont vu que Dabo Yang voulait se rencontrer sous prétexte qu'il avait des informations sur son père. Xian n'a pas aimé le contenu de la lettre et était sûr qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, alors elle a demandé à son ami de ne pas y aller. Mais Xiao Ryu avait déjà pris sa décision et pensait que la rousse n'était pas une personne assez vile pour la traiter de manière malhonnête. Li Ryojin est sorti de l'école et a promis à sa meilleure amie d'être très prudente. Mais Boyun a parfaitement vu cette scène alors qu'il était assis en classe et s'est rappelé à quelle faction appartenait la rousse. Xiao Ryu est sorti dans la forêt et a vu son camarade de classe, qu'elle n'a pas salué avec confiance. Elle a admis avoir reçu une lettre dans laquelle il écrivait qu'il connaissait certaines informations sur son père. Dabo Yan était très sombre et ne lui ressemblait pas du tout lorsqu'il a admis qu'il savait réellement quelque chose. Ce comportement inhabituel de son ancien admirateur a beaucoup surpris la jeune fille. Red voulait savoir si quelqu'un savait qu'elle était ici et la fille lui a rappelé que le gars avait envoyé la lettre via AI. Cette information a bouleversé le gars, mais Xiao Ryu se sentait toujours très ridicule dans cette situation. Le fait est qu'avant d'aller quelque part, Xiane a décidé d'appeler un détective et d'espionner secrètement leur ami. Li Ryojin a décidé qu'il était nécessaire pour résoudre le mystère, mais la fille a assuré que le gars pouvait faire plus que simplement raisonner. Par conséquent, la jeune fille a maintenant convaincu la rousse qu'elle était seule, même si ses amis se cachaient à proximité derrière les arbres. Chu Ziyu a demandé à son ami d'enfance de suivre ses instructions au cas où quelque chose n'allait pas. Dabo Yan est resté silencieux pendant un long moment, alors la fille a demandé si ce qui était dit dans la lettre était un mensonge, ce qui a surpris le gars. Il voulait savoir comment elle le savait, mais il réalisa ensuite qu'il avait renversé la fève et décida que cela n'avait pas d'importance. Après le départ du maréchal, le seigneur Bo Yang a admis qu'il ne voulait pas faire ce travail. Cependant,
le serpent gris n'allait pas l'écouter et frappa le gars à la tête de toutes ses forces. Après cela, il a attrapé son subordonné par le cou et l'a jeté au sol pour lui rappeler qu'il avait élevé. Une tablette bleue oblongue apparut dans les mains de Keke, qu'il lança en l'air avec un sourire satisfait. Daboyan regarda la pilule comme s'il était envoûté. Le serpent gris rit bruyamment de cette réaction et cria que son chien devait être obéissant. Red n'a pas pu résister, alors il a mangé la drogue et a poliment remercié son patron. Oui, Boyan s'est souvenu des paroles de quelqu'un d'autre selon lesquelles il devait amener la fille pour la prochaine dose et a accidentellement crié qu'il n'avait pas d'autre choix. Le gars s'est précipité vers la fille et était sûr qu'elle partirait avec lui, mais le détective n'a pas compris ce qui se passait. Xiao Ruo fronça les sourcils et demanda si son camarade de classe voulait vraiment faire quelque chose comme ça. Ces mots et les expressions du visage de l'homme qu'il aimait lui ont fait perdre confiance en ses actes. Le gars s'est figé et des larmes ont commencé à apparaître dans ses yeux. Daboyan ne comprenait pas ce qu'il faisait et pourquoi. Le roux tomba à genoux devant la jeune fille, son corps trembla et il commença à s'excuser auprès d'elle pour ce qu'il avait fait. Xiao Ruo se sentait aussi confuse que ses amis, qui ne comprenaient pas ce qui se passait là-bas. Chu Ziyu a supposé que le seigneur Boyang avait l'intention de lâcher ses mains et a fait part de ses suppositions à son ami. Mais maintenant, leur connaissance commune était assise par terre, pleurant, s'excusant, et personne ne remarquait qu'ils étaient observés. Jusqu'à ce que le serpent gris lui-même révèle sa présence et dise qu'ils étaient là pour kidnapper la jeune fille. La présence de frère Kei choqua la rousse, mais Xiao Ruo ne comprenait pas qui était cet homme qui était soudainement apparu dans la forêt. Il s'est avéré que le serpent gris savait que le gars n'était pas capable de suivre les instructions, son objectif principal était donc d'attirer la fille. Le roux a fait de son mieux et a couvert son camarade de classe avec lui. Et cet acte ouvert de désobéissance a amené Keke à commencer à battre le gars et à lui crier qu'il ne devait pas oser contester ses ordres. Le serpent gris était furieux que ce type ait osé l'humilier de cette manière devant tout le monde. Par conséquent, afin de punir son subordonné et de lui faire comprendre son erreur, l'homme a continué à le battre. L'Iruojin n'a pas pu regarder calmement Daboyan se faire battre et a ordonné à l'étrange étranger de s'arrêter. L'homme a effectivement arrêté de battre le roux et lui a demandé si le type comprenait désormais les conséquences de sa désobéissance. Le serpent gris tourna son attention vers la jeune fille et lui ordonna de le suivre, mais la jeune fille n'allait pas obéir. Le serpent gris a dit qu'il était l'un des 5 maîtres de la confession Tao, et il a promis que si la jeune fille résiste, elle trouvera la mort. L'homme était sûr que cette menace fonctionnerait, alors il réitéra son ordre, mais quelque chose le mit à nouveau en colère. Daboyan n'a pas appris sa leçon et a attrapé la jambe de frère Kei tout en continuant à le supplier de laisser partir Xiao Ruo. L'homme ne pouvait pas tolérer un tel comportement de la part de son subordonné et a continué à le battre en criant qu'il ne pouvait pas le supporter. Le seigneur Boyang a été grièvement blessé et s'est rendu compte qu'il était incapable de protéger son camarade de classe. Mais néanmoins, il n'allait pas abandonner si facilement et décida de se joindre au combat. Le serpent gris fut abasourdi par une telle impudence et demanda si le gars n'avait vraiment plus besoin de drogue. Cette question fit douter le roux et frère Kei profita de ce moment pour fracasser le visage de quelqu'un d'autre sur son genou. Les blessures de Daboyan semblaient tout simplement horribles, tout son visage était couvert de bleu et de sang. Mais cela n'a pas arrêté le serpent gris et il a continué à battre son subordonné pour désobéissance. Cela a continué jusqu'à ce que le gars tombe au sol et ne soit plus capable de résister. Xiao Ruo était terrifié et Keke était sur le point de enfin commencer la partie la plus importante de son plan. Mais à ce moment-là, Xian et lui a sauté dessus par derrière, criant qu'ils utilisaient maintenant la technique de coupe éclair. Le membre du gang a facilement esquivé une telle attaque et la jeune fille a volé dans un arbre, laissant tomber son pistolet paralysant. Le serpent gris ramassa une chose étrange sur le sol et réalisa qu'une embuscade lui était préparée. L'homme a soigneusement examiné la chose étrange qui avait déjà étudié la foudre et a décidé qu'elle contenait toujours une charge. Chu Ziyu a profité de la distraction de quelqu'un d'autre et a pressé son pistolet paralysant de poche fait maison contre le dos de l'homme. Le détective a partagé avec l'homme par lequel passaient les décharges de courant qu'il l'appelait Horcrux Pikachu. Le choc du pistolet paralysant a été très fort et le bandit a commencé à tomber au sol, et Chu Ziyu était heureux de le savoir. Chu Ziyu s'est tourné vers les filles et s'est assuré que tout allait bien pour elles, ce qui ne pouvait pas être dit de Daboyan. Le détective a demandé au roux s'il devait appeler une ambulance pour lui. Après tout, l'état du gars était terrible. Mais le seigneur Boyan ne voulait pas montrer sa faiblesse, alors il a ri et a dit qu'il n'avait que des égratignures. Même si en fait son visage était très mauvais et il ne pouvait voir le monde qui l'entourait que d'un seul œil. Par conséquent, lorsqu'il regarda le détective, il remarqua néanmoins qu'un serpent gris se tenait déjà derrière lui. Le roux a réussi à avertir le gars de l'attaque par derrière, alors Chu Ziyu a pu esquiver, mais il n'a pas compris comment l'homme avait pu se relever. Le serpent gris avait l'air d'avoir été complètement rôti, mais il y avait aussi une rage clairement visible sur son visage. Les gars paniquaient parce que leur plan avait échoué, et Chu Ziyu comprit que le coup le plus fort n'était pas suffisant et que son pistolet paralysant n'était plus capable d'une telle chose. Le détective a décidé de profiter du fait que l'ennemi ne le savait pas et a suggéré de partir, car le serpent gris ne pouvait pas résister à un autre coup. Cependant, frère Kei a déclaré avec un sourire satisfait que ce n'était pas seulement Xiao Ruo qui avait des renforts. En effet,
Derrière la petite maison se cachaient 2 autres subordonnés du serpent gris, qui l'appela vers lui. L'un des hommes Harry était prêt à apparaître devant les adolescents et à aider le patron. Mais il ne pouvait pas le faire car il serait frappé au visage. Le coup a été si violent que l'homme a été projeté plusieurs mètres en arrière. La personne qui l'a battu était très rapide et le deuxième criminel n'a même pas vu de qui il s'agissait, jusqu'à ce que le faucheur de la mort apparaisse derrière lui. Le serpent gris a joyeusement appelé les 2 idiots à venir vers lui, mais personne n'est apparu derrière le bâtiment. Puis il s'est tourné vers lui, m'a subordonné à l'approcher lentement, mais il n'y a eu aucun résultat. Les gars ont observé ses actions et ont réalisé qu'il essayait de les tromper. Chu Ziyu a décidé de prendre la parole et a déclaré qu'il n'y aurait pas de renfort, il ne voulait donc pas entendre de plainte plus tard. Naturellement, Keke ne le laissa pas finir, l'homme a saisi un bâton et s'est précipité pour attaquer. Le détective a quand même raté un coup au visage, ses lunettes se sont cassées et le gars lui-même a été rejeté. Il s'est retrouvé au sol et a entendu que les filles s'inquiétaient pour lui, alors il leur a demandé de courir le plus vite possible. Le serpent gris n'avait pas peur du faible, qui ne pouvait se battre qu'à l'aide d'un pistolet paralysant. Xiao Ryo a crié à son ami d'aller voir son oncle et de lui raconter ce qui s'était passé pendant qu'elle détenait Kei. Mais la jeune fille ne l'a pas écouté, car elle courait déjà vers le criminel, avec l'intention de lui donner une leçon. Et Ai n'allait pas laisser le serpent gris rester impuni. Mais l'homme esquiva encore une fois facilement son coup et lui demanda d'un air suffisant si elle était vraiment pressée de venger son amant. Keke se préparait à battre la jeune fille à fond et a déclaré qu'il la lui enverrait sans aucun problème. Quelques coups de bâton et Chiane tombe au sol, et tout autour est éclaboussé de sang, et Xiao Ryo se sent horrifié. Le criminel apparaît devant elle et la jeune fille essaie de le menacer avec sa famille, mais rien n'en sort. Les Ryojins se couvrent le visage de peur lorsqu'ils veulent l'entraîner à nouveau, mais à ce moment-là, des renforts apparaissent. Le serpent gris est renversé et le bâton lui est arraché des mains, et la jeune fille reconnaît son héros comme étant Boyun. Le fantôme a tenu Kei et a demandé à la jeune fille d'appeler rapidement son oncle et d'appeler à l'aide. Mais le serpent gris voulait vraiment tuer tout le monde et ne pas les laisser attendre l'arrivée de Muzen, alors je l'ai frappé à la colonne vertébrale. Cependant, ses actions n'ont pas abouti, car le garçon a continué à le tenir quoi qu'il arrive. Keke a commencé à battre le fantôme, lui cassant périodiquement quelque chose, mais le gars n'a pas lâché l'homme. Le tueur de fantômes ne pouvait pas révéler son pouvoir à la jeune fille, il ne pouvait donc que bricoler l'ennemi jusqu'à sa mort. Xiao Ryo a profité de l'instant pour appeler son oncle, lui disant qu'ils étaient derrière le bosquet de l'école et qu'ils avaient été attaqués. La jeune fille a demandé à emmener Kunya avec elle, ce qui a forcé le serpent gris à agir de manière décisive et à sortir un couteau. Keke l'agita devant lui, touchant l'épaule du type afin de desserrer son emprise. Gu Boyun a examiné les blessures et s'est rendu compte qu'il était maintenant en grande difficulté. Mais même sous la menace d'être poignardé, le fantôme n'allait pas laisser l'homme partir et le laisser prendre Xiao Ryo. Le blond a dit qu'il était heureux que le criminel ait décidé de rester, après quoi il s'est décollé du sol et les a envoyés dans la grange. Là, ils étaient à une distance suffisante de la fille, alors le fantôme utilisa sa vitesse, mais le serpent gris ne s'en rendit pas encore compte. L'homme a décidé que le garçon se cachait par peur de lui et qu'il allait s'occuper de Gu Boyun dès qu'il le trouverait. Keke a défié le garçon dans un combat, et le fantôme blanc a enlevé ses lunettes et s'est préparé à jouer correctement avec l'homme. L'ange de la mort savait que le temps était compté et essayait de savoir par où commencer. Il se décida bientôt, jeta ses lunettes et se précipita à une vitesse incroyable droit vers Kei surprise. Le fantôme a porté le premier coup au larynx, provoquant une toux incontrôlable de l'homme. Gu Boyun avait l'air très suffisant alors qu'il permettait à son adversaire de pleurer et d'appeler à l'aide. Mais le serpent gris n'a pas pu émettre de bruit et a balancé un couteau sur le gars. Keke s'est déplacé rapidement et avec confiance et a visé la tête de l'écolier, mais l'a raté d'une manière ou d'une autre. Il avait l'impression que l'homme devant lui était un fantôme et qu'il avait simplement disparu plutôt que esquivé. Boyun a touché la main de quelqu'un d'autre avec un couteau et a remarqué que jouer avec un couteau n'était pas si amusant. Après ces mots, il a facilement cassé le pouce de Keke, lui faisant laisser tomber le couteau. Le serpent gris a crié de douleur et le fantôme a dit qu'il dirait à tout le monde que l'homme était tombé par accident. Xiao Ryo est resté dans la forêt et était très inquiet qu'aucun bruit ne provienne de la grange et pensait aller aider. Keke n'a encore une fois remarqué aucun mouvement, mais a ressenti un nouveau coup et a essayé de comprendre qui était ce type. Après quelques coups supplémentaires, l'homme a perdu la plupart de ses dents, mais il était toujours incapable de suivre son adversaire. Le serpent gris se retournait constamment à la recherche et espérait remarquer le mouvement de l'adolescent. Mais quand, malgré toutes ses tentatives, les côtes de Kei furent cassées, il décida qu'il s'agissait d'un démon. Le fantôme l'a frappé au corps et, d'un seul mouvement, lui a cassé 3 côtes à la fois. Le serpent gris ressentit une douleur terrible lorsqu'il apprit que ce n'était pas la fin. Ses yeux s'écarquillèrent d'horreur et de confiance qu'il y avait un démon devant lui lorsque le gars lui cassa le bras d'un léger mouvement. Pour la première fois de sa vie, Keke a pensé qu'elle devait écouter sa mère, bien étudier et ne pas rejoindre des groupes. La douleur enveloppait tout son corps, et l'homme ne pouvait que penser que devant lui se trouvait un véritable démon sorti des enfers. Lorsqu'il fut capable d'ouvrir les yeux, il vit un os sortir de sa main et pour la première fois de sa vie il pensa qu'il allait bientôt mourir. À ce moment-là,
un fantôme apparut devant lui et annonça qu'ils avaient terminé leur échauffement. Termina Gu Boyun et il ne restait plus qu'à appliquer la touche finale pour s'assurer que l'homme ne dirait jamais rien. Le tueur fantomatique a décidé de prétendre que l'homme avait subi une commotion cérébrale après une chute, car il ne le croirait pas. En raison du larynx cassé, le serpent gris ne pouvait pas exprimer son mécontentement ou ses demandes, il rampait seulement en arrière jusqu'à ce qu'il tombe sur un couteau. À ce moment-là, l'homme a décidé que c'était sa dernière chance d'éviter un sort terrible et, désespéré, il s'est précipité sur lui. Gu Boyun était amusé par le désespoir qu'il voyait dans les yeux des autres parce qu'il faisait des actions complètement inutiles. Cependant, à ce moment-là, Xiao Ruo est apparu dans la grange et est venu l'aider, et le fantôme a été distrait par elle. Pour cette raison, le gars n'a pas eu le temps de réagir à temps et le serpent gris a pu lui enfoncer un couteau dans la poitrine. Keke n'allait pas s'arrêter et lorsqu'il vit le sang de quelqu'un d'autre, il sentit la force d'attaquer davantage. Boyun a arrêté le coup de quelqu'un d'autre et ne pouvait pas penser à un moment plus gênant pour la fille. Heureusement pour lui, les organes vitaux n'ont pas été touchés, mais il va maintenant devoir changer de plan. Li Ruojin a apporté un bâton avec elle et était convaincu qu'avec son aide, elle pourrait faire face aux criminels. Et bien que le serpent gris ait été grièvement blessé, les paroles si confiantes d'une fille pathétique l'ont forcé à se battre avec elle. L'homme s'est précipité vers la jeune fille, qui ne savait même pas comment se servir de l'arme qu'elle tenait dans les mains, et voulait lui donner une leçon. Xiao Ruo avait très peur et réalisa qu'elle perdrait clairement dans ce combat. Le fantôme blanc a été blessé et a compris que le criminel était devenu fou, il a donc dû sauver Ruoki. Mais il n'en avait pas la force et le gars ne savait pas quoi faire, cependant, il fut grandement surpris lorsque la main de quelqu'un d'autre s'empala sur la lame. Cette main appartenait à Da Boyan, qui a saisi le poing de l'homme et l'a empêché de blesser Xiao Ruo. Li Ruojin a paniqué lorsqu'elle a vu la gravité de la blessure de son camarade de classe, mais le fantôme a maintenant pu se calmer. La crise de folie du Wyrm gris fut stoppée et ses blessures l'empêchèrent de faire autre chose. Boyang était également couvert de bleu, ce qui lui a fait comprendre qu'il pouvait tenir tête à son patron. Red n'aimait pas sa position, alors il balaya le serpent gris et cria qu'il quittait la conférence d'Ao. Après ces événements, le serpent gris s'est retrouvé dans une salle d'hôpital et a dit à tout le monde qu'un démon lui avait fait ça. Et personne de son groupe ne comprenait qui était capable de battre frère Ke si brutalement. L'infirmière a quitté la chambre du fantôme après qu'il était temps de changer le pansement et a trouvé que le gars était plutôt beau. À la sortie, elle fut accueillie par 4 hommes énormes qui étaient terrifiants par leur simple apparence. Par conséquent, l'infirmière a eu très peur et a couru vers le directeur, et Xiao Ruo a clairement montré pourquoi elle n'avait pas besoin de garde du corps. Son oncle n'était pas d'accord avec elle et lui a rappelé qu'un incident récent avait montré qu'elle avait besoin d'un garde du corps digne de ce nom. L'homme a déclaré que l'agresseur avait été placé en garde à vue, mais que celle-ci n'avait pas pu l'interroger. Cependant, il est évident qu'il était membre de la foi taoïste. L'homme a parlé en détail de la relation entre leurs groupes, mais la jeune fille lui a demandé de s'en occuper seule et de la laisser simplement rencontrer ses amis. Yin Xian a accepté de répondre à sa demande, mais s'est souvenu que l'un des gars était également un voyou de la confession Dao. L'homme pensait que sa nièce ne devait pas pardonner à quelqu'un qui lui avait causé des ennuis dès le début. Yin Xian pensait que ce type serait également emprisonné pour trafic illégal, et Boyang a entendu ces mots. Xiao Ruo avait l'air triste et a décidé de demander à son oncle de s'assurer qu'il ne soit pas blessé, car le gars lui a sauvé la vie. De plus, Da Boyan était toujours son ami. L'attitude de cette fille fit battre le cœur de la rousse. Et puis il a pleuré à cause des sentiments qui l'envahissaient, et il ne pouvait donc pas apparaître devant la fille. Il se sentait comme une personne dégoûtante et ne comprenait pas comment il pouvait traiter la belle Ruojin de cette manière. Le gars a couru vers la fenêtre, essuyant ses larmes et a essayé de se rappeler depuis combien de temps quelqu'un lui avait dit qu'ils étaient amis. Da Boyan a libéré ses sentiments en criant et s'est promis qu'à partir de maintenant, il protégerait toujours la fille. À ce moment-là, un membre du groupe est apparu derrière lui et a dit que le maréchal voulait savoir ce qui s'était passé. Xiao Ruo est entré dans la pièce où gisait Boyun, bien qu'on lui ait demandé de ne pas faire de bruit parce qu'il dormait. Li Ruojin était heureuse que son oncle ait finalement arrêté de discuter et qu'elle puisse rendre visite à son ami. En fait, elle était vraiment désolée que lui et Ai aient été grièvement blessés à cause d'elle. La jeune fille a compris que ce n'était pas sa faute directe, mais elle ne pouvait rien faire contre ce sentiment. De plus, maintenant ses yeux se remplissaient de larmes à chaque fois qu'elle se souvenait qu'elle était désormais orpheline, comme Boyun. Li Ruojin ne comprenait pas pourquoi papa lui permettait d'hériter de l'entreprise, car elle n'en savait rien. La jeune fille aimerait vraiment retrouver la vie étudiante facile et agréable qu'elle avait auparavant. Mais à son grand regret, c'était désormais impossible et elle dut s'en accommoder. Même si Xiao Ruo avait très peur, elle s'est allongée sur le bord du lit et a pleuré. Mais Boyun ne pouvait en aucun cas l'aider, car il dormait profondément, se remettant de ses blessures. Le vent soufflait dans les anciennes chambres d'hôpital lorsque le gars ouvrit les yeux et vit Xiao Ruo à côté de lui. Il ne voulait pas la réveiller, alors pendant un moment ils restèrent allongés l'un à côté de l'autre dans un silence complet. Mais Gu Boyun a été forcé de sortir du lit et avant de partir, il a décidé de couvrir la fille. Le fantôme blanc croyait que le seul à devoir s'excuser était lui. Parce que c'est à cause de lui que la fille est devenue orpheline, mais il n'allait néanmoins pas la quitter. Boyun se ressaisit et se dirigea vers la sortie de la salle,
pensant à quelque chose qui lui était propre. Il s'est retrouvé dans le couloir au moment où les policiers le dépassaient. Il a rencontré le capitaine Yushen et son subordonné, qui était fan du fantôme. Lorsque la fille est passée devant Gu Boyun, elle a eu l'impression de l'avoir déjà vu quelque part et s'est figée sur place. Yushen se retourna et étudia attentivement la silhouette et essaya de déterminer si elle l'avait déjà rencontré. Le gars a vu le regard insatisfait du capitaine et est devenu nerveux parce qu'il marchait trop lentement et l'a mise en colère. Cependant, la jeune fille a ignoré cela et a décidé qu'elle avait simplement commis une erreur et est revenue à l'affaire pour laquelle ils étaient venus. Le jeune policier avait déjà hâte de profiter de la beauté de la ville de Qiangan et n'a pas prêté attention aux paroles du capitaine selon lesquelles ils étaient venus pour affaire. La police est restée sur place lorsque le téléphone du fantôme blanc a annoncé un nouveau message. Il a sorti son gadget et a vu un message du vieil homme dans lequel il disait que la saison de la chasse en groupe était arrivée. Ai était très bouleversée parce qu'elle pensait que Boyun était une mauvaise personne. Mais Xiaoruo l'a rassurée, car ils allaient tous le chercher ensemble à l'hôpital. Les gars ont ouvert la porte de la chambre d'hôpital, mais à leur grande surprise, le lit était déjà vide. Ils ont demandé à l'infirmière où était allé le patient, et il s'est avéré que le gars avait quitté la chambre le matin. L'Iryojin était bouleversé, car ils ont convenu que les gars viendraient le chercher dans la soirée et l'aideraient à quitter l'hôpital. Xiane a décidé que le blond était tout simplement trop timide, alors il a décidé de partir tranquillement. Un ami a remarqué que Xiaoruo était triste et lui a réconforté en lui disant qu'une courte séparation créait plus de passion. Pendant ce temps, le tueur fantomatique se tenait dans l'entrepôt, entouré d'un grand nombre de corps. Il avait un couteau dans une main et un pistolet dans l'autre et se plaignait de ne plus avoir de munitions. Une fille est apparue à côté de lui et lui a dit avec un sourire que, malgré leur séparation de 3 ans, le gars n'était toujours pas mal. Mais Boyun a souri avec contentement et lui a demandé si elle voulait rivaliser avec lui dans la mission d'aujourd'hui. Shangan Aoki leur a rappelé à tous qu'ils étaient en mission et qu'ils devraient cesser de s'interférer les uns avec les autres. Lorsque la saison de chasse en groupe est arrivée, en plus du fantôme blanc, 4 autres personnes se sont mises à la tâche. Le fantôme blanc était amusé par toute cette situation. Il se demandait combien d'argent la personne avait payé pour embaucher les 5 tueurs du temple Luo. Shankan s'est plaint d'avoir été embauché pour prendre le contrôle du bâtiment de la State Grid Corporation, puis pour donner des instructions supplémentaires. Une notification concernant d'autres actions vient d'arriver sur le téléphone d'Aoki, et il en a parlé aux autres. Après avoir lu le message, les assassins apprirent que leur nouvelle tâche était de tuer 118 personnes dans ce bâtiment. Shankan et Belling ont convenu que la tâche n'était pas la meilleure et ont posé des questions sur les prochaines étapes. Petite Linju, s'il vous plaît, combien de personnes doivent être tuées et Zhang Hao l'a soutenu. Aoki attira l'attention des autres et annonça que pour ces personnes ils recevraient 59 millions et comme ils étaient du temple Luo, ils devaient accomplir parfaitement la tâche. Il s'est avéré que dans ce bâtiment se trouvait une bande de trafiquants de drogue, qui comptait au total 118 personnes. Shankan et le fantôme avaient le même rang, il était donc intéressant de se disputer pour savoir qui pourrait abattre le plus de monde. Le petit Linju voulait également participer au concours, et dans ce cas, le grand a aussi été également joint. Shankan s'est rendu au panneau électrique et a éteint les lumières dans tout le bâtiment car leur première priorité était d'empêcher les victimes de s'échapper. L'électricité a été coupée dans tout le bâtiment, ce qui a grandement indigné les trafiquants de drogue. Ils se sont rendus compte que quelqu'un essayait de s'introduire chez eux, leur patron a ordonné à tout le monde, ainsi qu'à la cargaison, de monter sur le toit et de se préparer au combat. Aoki n'a pas participé à la compétition, mais a également arrêté les jeux des autres, puisque son objectif principal était de terminer la tâche. Shankan était indigné parce que leur capitaine, diplômé quelques années plus tôt, commandait à nouveau. Cependant, ils avaient beaucoup à faire, donc les 4 concurrents se séparèrent. Le fantôme a convenu avec son principal rival que celui qui perdrait s'agenouillerait. À ce moment-là, le commissariat a reçu un appel d'un numéro inconnu. L'officier de service a décroché le téléphone et a appris que l'alarme, qui s'était désormais déclenchée, était un indice sur l'affaire. L'homme à l'autre bout du fil savait que la police poursuivait un trafic de drogue, ce qui a grandement surpris le policier. Il a donc immédiatement appelé le capitaine et lui a dit qu'ils avaient une piste sur le dealer. Yushen a pris le téléphone et a demandé à l'autre personne de lui parler de tous les indices qu'il connaissait. L'homme a déclaré qu'il connaissait l'emplacement de l'ancien repère des trafiquants de drogue, situé à la périphérie ouest. Zhao Yushen voulait savoir d'où la personne à l'autre bout du fil avait obtenu de telles informations. Cependant, l'homme lui a assuré que l'information était fiable et que les sources étaient là, et qu'il n'était pas nécessaire de le savoir. Le capitaine n'était pas sûr de ne pas devoir s'intéresser aux sources. Mais l'interlocuteur a détourné son attention, puis lui a dit qu'elle ferait mieux de se dépêcher vers l'entrepôt, parce que c'est lui qui a engagé les 5 tueurs qui tuent actuellement les dealers. La police n'a pas hésité, elle a rassemblé autant de voitures de patrouille que possible et s'est rendue sur les lieux de l'incident. Les employés ont été surpris que celui qui avait engagé les tueurs ait appelé la police. Ils avaient l'impression qu'on jouait avec eux. Zhao Yushen pensait qu'il devait être près du bâtiment parce qu'elle avait un bon pressentiment. De plus, si les paroles de l'homme étaient vraies et qu'il y avait réellement eu 5 victimes du temple Luo dans l'entrepôt, alors cela valait la peine de prendre cela au sérieux. La patrouille de police a donc roulé le plus vite possible,
tandis que l'affrontement se poursuivait dans le bâtiment. Le fantôme blanc a tué un trafiquant de drogue après l'autre et a essayé de ne pas perdre le compte. Il s'est retourné et a tiré sur l'homme qui envisageait de l'attaquer par derrière. Bo-yoon a mis le pistolet de côté parce qu'il était à nouveau à court de munitions et a décidé qu'utiliser des armes blanches était beaucoup plus pratique. À l'aide de son couteau, le tueur fantomatique a tué une autre victime et a reçu plus d'un point. Shankin a utilisé la technique de l'ombre coupée et a suggéré à son adversaire d'abandonner maintenant, mais le blond n'était pas d'accord. Leur petite querelle fut interrompue par un homme qui décida qu'il pouvait tirer sur le boiteux. C'était une idée stupide et inutile, et les tueurs se sont mis en colère parce qu'ils étaient distraits de la conversation. De plus, tout le monde voulait gagner un autre point, alors Shankin a immédiatement avancé. Mais lorsque la lame d'un fantôme blanc s'est précipitée devant lui, le gars s'est rendu compte qu'il n'était pas à temps. Bo-yoon a utilisé son dispositif d'attraction d'objets pour couper le bras de son agresseur sans bouger. C'était très pratique et lui permettait de gagner des points sans trop d'efforts. De plus, il pouvait utiliser sa lame comme une arme à longue portée et en couvrir toute la pièce. Lorsqu'il ne resta plus aucun trafiquant de drogue, le fantôme blanc tira son arme vers lui, et elle fut de nouveau dans sa main. Shankin pensait que c'était malhonnête et qu'un poignard ne devait pas être déguisé en couteau de lancer. Bo-yoon pensait que le gars criait parce qu'il était incapable de lancer son katana comme ça. Les gars sont passés à autre chose et, à ce moment-là, le fantôme gagnait par 2 points. Le grand gaillard n'a pas perdu de temps et a également gagné quelques points. Son arme était un énorme marteau et, avec son aide, l'homme pouvait facilement détruire un bâtiment et disperser les trafiquants de drogue. Zhang Yao était terrifiant lorsqu'il est entré dans son état maléfique de Maitreya. La première pièce fut vidée, le marteau atterrit avec fracas sur le sol et le grand homme lui-même remarqua qu'il était très fatigué. L'homme a appelé sa sœur et lui a dit qu'il avait déjà fini avec cette chambre et qu'il pouvait passer à autre chose. La petite Linju appréciait le coin de sa bouche, le sang coulait, la fille avait le surnom de Loli Hannibal. Le grand type se tenait calmement dans la pièce lorsqu'un des trafiquants de drogue est apparu derrière lui. L'homme a lancé une grenade avec la certitude que le gros bar était déjà à moitié mort. Zhang Yao et la petite Linju étaient en danger car ils n'avaient pas prévu la possibilité qu'une grenade apparaisse. La grenade a commencé à exploser et a brisé la pièce en petits morceaux. Cependant, lorsque la fumée s'est dissipée, il est devenu clair que les tueurs du temple Luo étaient en parfait état. Aoki a défendu ses subordonnés, bien que le grand homme ait dit qu'il utilisait ses capacités, ce n'était donc pas nécessaire. Leur capitaine Shangan Aoki avait le grade, le timbré l'habillait d'un énorme parapluie en métal. Le trafiquant de drogue n'a pas pu reprendre ses esprits car il ne comprenait pas comment le parapluie pouvait bloquer l'explosion. Des étincelles volaient encore dans l'air lorsque le capitaine a déclaré que personne avec une pensée aussi mauvaise ne pouvait comprendre le fonctionnement de son parapluie. Aoki son arme sur son adversaire et lui a tiré des éclairs, confirmant son titre. Les hommes qui ont atteint le toit étaient ravis de voir qui les autres tuaient sans pitié. Leur patron a appris qu'ils avaient été cambriolés et qu'il ne restait presque plus personne de leur équipe, et il a demandé combien il y avait d'assaillants. La réponse le fit se figer d'incrédulité, car leur énorme groupe avait été détruit par seulement 5 personnes. L'homme ne pouvait pas imaginer qui devaient être les gens pour traiter avec un si grand nombre de personnes avec une telle facilité. La réponse était simple, ces personnes étaient les tueurs du temple Luo, chacun avait ses propres talents. De plus, l'esprit de compétition a forcé le fantôme blanc et Shankin à agir rapidement et sans pitié. Mais même sans esprit de compétition, leur capitaine a facilement affronté un grand nombre d'ennemis. L'homme sur le toit pouvait entendre les cris et les demandes d'aide des autres et essayait de décider qui sortirait. Le roi Adi a décidé de donner l'exemple à ses protégés et a avancé sans crainte. Cela a fait bonne impression et ses protégés étaient animés d'une soif de vengeance. Ils ont couru vers la porte, mais au bout d'une seconde, le patron les a entendus crier et demander de l'aide. À ce moment-là, le toit s'est élevé sur 5 tueurs qui ne comprenaient pas pourquoi ils avaient été engagés pour détruire ces amateurs. Le roi Adi jeta son armée, les larmes aux yeux, tenta de se rendre et de sauver sa vie. Shankin s'est souvenu qu'il y avait 2 autres personnes dans la compétition et a demandé quel était leur résultat. Il a lui-même reçu 26 points et a demandé si Belling était prêt à s'agenouiller devant lui. Cependant, le fait est que le fantôme a également tué 26 personnes, donc pour l'instant, c'était un match nul pour moi. Shankin était bouleversé au début, mais il remarqua ensuite quelque chose qui changea complètement la situation. Il y avait du sang sur les vêtements du fantôme, et s'il était blessé, il perdait automatiquement. Belling n'avait pas l'intention de prouver quoi que ce soit et a décidé de demander quel était le résultat des 2 participants restants. Le grand homme a admis qu'il n'en avait tué que 23, mais il était très épuisé et avait vraiment besoin de perdre du poids. Aoki regarda son équipe et dit qu'ils n'étaient en réalité que des jeunes, puisque lui-même avait gagné 35 points. Shankin commença à compter et ne réalisa pas que sur 118, il ne restait que 7 personnes. Il se tourna vers la petite Linju, pensant que c'était trop peu, et lui demanda comment c'était. La jeune fille s'est sentie mal à l'aise et a convenu avec ses collègues que cette heure n'était vraiment pas suffisante. Mais elle avait une raison, car l'excision prend beaucoup de temps, et en plus, ce n'est qu'une petite fille. Zhang Yao se pencha vers la jeune fille et admira le fait qu'elle était toujours passionnée par l'art de l'anatomie. Les tueurs du temple Luo discutaient avec enthousiasme des capacités du bébé,
ne faites pas attention au patron du trafiquant de drogue. L'homme pleurait toujours et s'est excusé mentalement auprès de sa mère de ne pas l'avoir écouté lorsqu'elle lui a demandé de ne pas rejoindre le monde criminel. Il pensait pouvoir profiter de l'occasion pour s'échapper, mais il remarqua un grand nombre de voitures de patrouille près du bord du toit. L'homme était désormais pris en sandwich entre les tueurs sur le toit et la police au sol. Le capitaine Zhao Yushen est sorti de la voiture et a déclaré par haut-parleur qu'ils avaient encerclé le bâtiment et ordonné aux gens de se rendre. Un groupe de policiers s'est dirigé vers l'entrée principale pour la bloquer. Ce n'est que lorsque les sorties ont été bloquées que la police a pu passer à la phase suivante du plan. L'homme a dit au capitaine que toutes les sorties étaient bloquées et lui a demandé quelles autres mesures seraient prises. L'homme qui se trouvait dans le bâtiment a dit que quelque chose n'allait pas ici parce qu'un grand nombre de personnes avaient été tuées ici. L'équipe Yushen ne comprenait pas comment 5 personnes pouvaient tuer autant de personnes en si peu de temps. Le capitaine se sentit déterminé et donna l'ordre à toutes les troupes de se préparer à l'assaut. Shangan Aoki est apparu à côté du patron de la drogue effrayé et lui a demandé s'il avait appelé la police. L'homme a dit nerveusement qu'il ne devrait pas faire cela et a été très surpris que les 5 n'aient aucun lien avec la police. L'homme a déclaré qu'il détestait la police et qu'il se demandait si le plan fonctionnerait et offrirait une coopération pour s'échapper pendant le chaos. Il a essayé de proposer son aide au capitaine des tueurs, mais il parlait déjà au téléphone et n'a pas prêté attention à lui. Duju a décroché le téléphone et a demandé au capitaine Aoki ce qui s'était passé. Le patron de la drogue a continué à tenter de négocier une chance de s'échapper, mais le timbré a mis sa main sur son épaule. Et puis, d'un simple mouvement, il jeta la dernière cible du toit. L'homme s'est envolé, réalisant que sa fin était venue, et a crié, incapable de retenir son cri actif. Après cela, Shangan Aoki a rapporté à son patron que 118 personnes avaient été tuées et que les biens qu'il voulait provenaient d'eux. Le capitaine Yushen n'en croyait pas ses yeux lorsqu'elle a vu un homme simplement jeté du toit devant une foule immense de policiers. Il a atterri sur l'une des voitures de police, écrasant le toit et brisant les vitres. Un tel manque de respect a encore plus irrité le capitaine, qui a ordonné à ses hommes de monter sur le toit et d'empêcher quiconque de s'échapper. Il a regardé les leçons et a déclaré que même s'ils avaient les marchandises, ils ne pourraient pas les transférer. Le capitaine des tueurs était sûr que Duju en avait parlé à la police. L'interlocuteur était très satisfait de l'intelligence d'Aoki. Le tonnerre a parfaitement compris que la police était envoyée pour les empêcher d'accomplir leurs tâches. Cela signifie que le but de cette mission n'incluait pas la drogue et le meurtre de 118 personnes, mais leur capture elle-même. Duju a déclaré à son interlocuteur qu'il était obligé de signaler les crimes à la police. Et comme l'homme avait déjà payé les honoraires de tout le monde, il pensait que l'échec de la tâche était entièrement de leur faute. Duju allait profiter des règles du temple Luo pour compenser l'échec de leur tueur à gage à accomplir la tâche. Aoki était étonné que cet homme ait dépensé des dizaines de millions pour atteindre cet objectif. Il s'avère que si les tueurs du temple Luo n'ont pas accompli leur tâche, l'employeur a alors le droit de choisir parmi tous les tueurs à gage. Peu importe qui il désignait, tout tueur professionnel était contraint de prêter serment à vie pendant 3 ans au nom de son employeur. Duju riait comme un fou et croyait que le service du temple était vraiment chaleureux. Duju ne pouvait s'empêcher de rire de la façon dont il était capable de profiter intelligemment des règles du temple Luo. L'homme était désormais prêt à recevoir sa récompense et avait hâte de faire son choix. Après tout, sinon les tueurs ne se seraient peut-être pas échappés vivants de ce bâtiment. C'est pourquoi Duju les a contactés par l'intermédiaire de leur mandataire et a demandé aux mercenaires de rester avec eux. Le capitaine Yushen était convaincu qu'aucun des criminels ne pourrait s'échapper une fois encerclés. Mais les brigades de police n'en étaient pas si sûres, puisque ces 5 personnes ont réussi à tuer un grand nombre de personnes dans le bâtiment. Le capitaine Aoki a évalué la situation et a conclu que prendre les marchandises et terminer la mission était en effet assez difficile. Il y réfléchit attentivement, puis décida que traiter avec la police était une perte de temps. Le timbré a dit à l'équipe qu'il partait en premier, mais lequel d'entre le fou choisirait dépendait de son caractère. Le parapluie en métal s'est transformé en deltaplane et l'homme a reconnu qu'il avait échoué. Aoki descendit du toit, dit au revoir au reste des mercenaires et s'envola de cet endroit. Le capitaine Zhao Yushen a vu que l'un des assassins s'enfuyait, mais elle s'est tenue au sol et n'a rien pu faire. Les policiers se sont tendus et ont commencé à paniquer lorsqu'ils ont réalisé que tout le monde avait des deltaplanes. Mais les tueurs du temple de l'eau n'avaient pas les mêmes parapluies et regardaient avec surprise l'étrange mécanisme. Le petit lingu grimpa sur les épaules du grand homme à eau. Eh bien, dans ce cas, il pourrait aussi partir. Ghost et Shankin étaient surpris que les deux transportent également une sorte de machine volante avec eux et doutaient qu'ils soient capables de s'envoler. Les quelques couples souriaient d'un air menaçant et se préparaient à faire une démonstration de leur avion spécial. Le grand homme Zhanyao a sorti son marteau et a demandé aux tueurs de les surveiller attentivement pendant qu'ils s'envolaient. L'homme a commencé à tourner sur lui-même, balançant le marteau et détruisant la terre autour d'elle. Après cela, Zhanyao a lancé son marteau dans le ciel comme s'il était un petit oiseau et ne pesait rien. Le petit lingu s'apprêtait à partir lorsque le grand homme à eau lui demanda de garder un œil attentif sur le marteau. Le toit sous les pieds de Zhanyao s'est brisé en petits morceaux alors qu'il prenait la vitesse requise, après quoi, leur couple inhabituel s'éloigna du toit. Pendant un certain temps, ils étaient en vol libre et on pouvait entendre le bébé crier. Mais bientôt l'arme s'est transformée en véhicule d'un seul mouvement de la main,
et Yushen pourrait voir quelqu'un d'autre disparaître à nouveau. La capitaine de police ne pouvait pas comprendre le style de ces personnes et doutait de pouvoir les attraper, mais elle a rapidement rejeté ses pensées. Yushen a décidé que les assassins seraient forcés d'atterrir à la lisière de la forêt, alors elle y a envoyé une équipe. Shankin et le fantôme blanc étaient définitivement sans voix maintenant, car cette méthode d'évasion semblait très étrange. Gu Boyun se souvint qu'il n'y avait pas de temps pour être surpris, car il devait encore sortir de ce bâtiment d'une manière ou d'une autre. Shadow Slash devint sérieux et sortit son katana, admettant qu'il n'était pas comme ses génies. Le gars allait donc, comme toujours, percer directement, tuant tout le monde sur son passage. Le fantôme n'était pas satisfait de cette réponse. Par conséquent, il a demandé à Shankin de ne pas tuer les policiers car il pourrait s'échapper de cette façon, pour éviter des pertes inutiles. Après tout, pour s'échapper, il était de bon ton de simplement assommer les témoins inutiles et de repartir la conscience tranquille. Le fantôme blanc décida d'y aller en premier pour montrer à son ami Shadow Cut comment sortir. Shankin était intéressé par le fait que l'enfant était si gentil avec la police, mais Belling s'est couvert le visage et a conseillé au tueur de faire de même. À ce moment précis, la porte qui menait au toit s'ouvrit et un policier apparut, mais le fantôme était plus rapide. Ainsi, malgré la menace de tirer pour tuer, il a réussi à intercepter la main de quelqu'un d'autre et à montrer comment neutraliser sans tuer. L'ombre coupée a accepté à contre-séure afin de ne pas poser de questions inutiles et d'ignorer le penchant de l'autre personne pour la police. Ainsi, ils se sont succédés, neutralisant les policiers les uns après les autres, Shankin ou s'amusait en sautant plusieurs étages à la fois. Après l'atterrissage, le gars s'est retourné et a dit à la police qu'ils avaient eu de la chance, car aujourd'hui, il n'avait pas l'intention de tuer. L'ombre coupée a été distraite et l'un des policiers en a profité pour frapper le tueur à l'épaule. Le fan du fantôme blanc était déterminé et voulait attraper au moins quelqu'un du groupe de meurtriers pour le bien du capitaine Yushen. Shankin s'est caché du reste des balles et s'est promis qu'il tuerait définitivement ce type. Mais Belling ne le pensait pas, car il était sûr que son ami serait absolument inutile sans son épée. Le fan du tueur de fantômes a continué à tirer et était sur le point de rendre justice en ôtant la vie à Shankin. Shadow Slash a sauté hors de sa cachette et a fait tomber le pistolet des mains du garçon. Il était déterminé à ouvrir les yeux. À ce moment-là, le capitaine Zhao Yushen était à proximité avec l'équipe de sauvegarde. Et Shankin a emmené le policier et a fermé la porte de la pièce où il se trouvait. Il a remarqué que le policier était très jeune, ce qui signifie qu'il avait récemment rejoint les forces de police. C'est pourquoi Shadow Cut a fait semblant de vouloir apprendre au gars quelque chose de bien. Le fan fantôme ne croyait pas ses paroles, le policier était sûr que tous ces gens méritaient de mourir, même s'ils étaient des trafiquants de drogue. Jean Capan faisait partie du 3e détachement de la police criminelle et allait arrêter le tueur conformément à la loi. Shankin a jeté son katana et s'est précipité vers le policier pour donner une leçon au stupide flic, puisqu'il le demandait. L'escouade de police a entendu des bruits étranges au-dessus et a obéi à l'ordre du capitaine d'aller apporter son soutien à des Mao. Mais ils n'eurent pas le temps de faire un pas lorsqu'un fantôme blanc leur barra le chemin. Ils pensaient qu'il valait mieux ne pas perturber la bataille de quelqu'un d'autre. Belling a enroulé du fil de pêche autour de tous les policiers en même temps, les neutralisant d'un seul mouvement. Le capitaine Zhao Yushen était le seul policier à être resté conscient et à avoir vu le fantôme. Boyun est apparu juste devant son visage et l'a salué gentiment, saisissant la main de la jeune fille. Le gars a tenu fermement le capitaine et a sauté. Ils ont volé vol après vol et Yushen a pensé qu'elle allait mourir. Elle avait peur et la fille voulait vivre, alors elle ferma les yeux, se préparant au sort inévitable. Quand soudain, elle s'est figée dans les airs et est restée en vie. Le fantôme a atterri et a retenu la policière effrayée. Belling a laissé le capitaine se remettre du choc et a admis qu'ils avaient simplement négligé de les tuer aujourd'hui. Le tueur fantomatique a demandé si la jeune fille croyait qu'elle était capable de punir le mal et de diriger ce monde sale. Le fantôme lui a conseillé de rentrer chez elle et de faire de la broderie si Yushen voulait vivre. Le capitaine Zhao a donné l'ordre d'arrêter le gars, mais elle a ensuite réalisé que le reste du groupe était monté à l'étage. Elle a levé les yeux vers les escaliers et a vu la silhouette d'un policier. Elle a donc supposé que des Mao avaient gagné le combat. Shankin a fait semblant d'être le subordonné du capitaine et a parlé de sa victoire, pour laquelle il a reçu les éloges de Yushen. Zhao Yushen a donné l'ordre de terminer la barre oblique, alors qu'elle était sur le point d'attraper le fantôme blanc. Une telle confiance en soi du capitaine de police a fait rire Shankin, car il ne comprenait pas pourquoi elle avait autant confiance en ses capacités. Belling a couru vers la sortie principale. Yushen a vu cela et a ordonné de tout faire sauf d'arrêter le gars à la porte. Les hommes se sont alignés et ont ordonné au fantôme de se rendre. Ils étaient sûrs qu'il ne passerait pas par eux. Le tueur fantomatique a regardé attentivement autour de lui et s'est soudainement tourné vers la droite, surprenant la police. Belling a vu une petite fenêtre près du plafond et s'est rendu compte qu'il devait y aller. Le capitaine pensait qu'ils avaient poussé le tueur dans un coin. Le tueur fantôme a calculé la trajectoire nécessaire pour atteindre la fenêtre. Après quoi, il s'est immédiatement éloigné du mur et a fait un saut périlleux jusqu'à la fenêtre souhaitée, en saisissant les barreaux. Le fantôme rencontra le regard du capitaine Zhao Yushen et promit qu'il se reverrait. La jeune fille ne pouvait pas croire que le gars serait capable de s'échapper, malgré tous ses efforts, mais le fantôme semblait s'être évaporé.
Béchamp se figea et essaya de comprendre comment il pouvait ramper à travers une si petite fenêtre. Le capitaine tenta de se ressaisir et courut vers la forêt, donnant l'ordre d'arrêter le blond. Cependant, aucun de ses subordonnés n'était à la hauteur de la tâche. Belling était trop rapide et neutralisait facilement ses adversaires. Il a utilisé son appareil pour s'accrocher aux arbres et accélérer ses déplacements. La police n'a pas désespéré et a poursuivi la poursuite pour tenter d'intercepter le criminel. Mais un fantôme blanc est soudainement apparu d'en haut et a surpris un groupe de policiers. Après quoi il s'envola dans l'autre direction, laissant ses poursuivants loin derrière dans le fourré de la forêt. Le capitaine Zhao Yushen a observé la poursuite et a essayé de réaliser que tous leurs efforts étaient inutiles. Bientôt, elle entendit ses employés crier et l'un d'eux vint lui annoncer la mauvaise nouvelle. L'homme respirait lourdement et ne parvenait pas à rassembler ses pensées. Il a essayé de parler de ce qui était arrivé à Demao. Heureusement, le gars était en vie, mais l'ombre coupée l'a laissé dans la pièce uniquement en sous-vêtements et il a disparu. Le capitaine, impuissant, frappait sur le capot et les autres policiers étaient heureux d'avoir au moins réussi à s'en sortir sans faire de victimes. Demao a pleuré à cause de son insignifiance et ne pouvait pas se pardonner d'avoir perdu si honteusement et d'avoir laissé partir le criminel. Le capitaine Zhao Yushen ne pouvait pas non plus retenir ses larmes d'impuissance face à la terrible prise de conscience de sa faiblesse.